bonjour à tous, Bonjour. bienvenue sur Bonjour. cet après-midi là, de la Japan Expo en ce jeudi 11 juillet. Et donc 11 du coup juillet. je reçois Peter et Aurélien Montero, c'est ça? Exactement. T'as bien révisé tes fiches, c'est parfait. Oui, Quel je suis un professionnel, je suis Oh un là là. professionnel. Ne faites pas ça chez vous, c'est dangereux quand même. hein. Ouais, je me fais des nœuds dans le cerveau par contre, mais c'est à peu près sûr. Et du coup là pendant une heure on va parler un petit peu de la musique dans les jeux vidéo C'est bien ça. au travers de l'expérience d'Aurélien et puis Pas même... du tout, Aurélien en fait il construit des maisons. Ah, On va parler bâtiment, ah construction, merde, isolation. bon on va parler Construction de BTP maison alors, dans le c'est pas Vercors. Vous savez le gars qui t'appelle en plein milieu de l'après-midi, là, genre bonjour, est-ce que je peux vous parler de l'isolation de votre maison? C'est ça. Crédit d'impôt. Je fais aussi les panneaux C'est- solaires. Ah Ça c'est bien ça c'est bien ça Si c'est vous un voulez métier des panneaux d'avenir solaires. ça. Voilà, Aurélien Montero, donc spécialiste panneaux solaires, isolation de ta maison. N'hésitez pas. Hein. Non mais bon en tout cas Bon, oui, vas-y. c'est un sujet qui est intéressant parce que du coup j'en ai déjà un peu parlé pendant la radio libre de ce matin. C'est vrai que la musique dans le jeu vidéo est hyper importante, surtout aujourd'hui j'ai l'impression, malgré les problématiques qu'on a pu avoir dans les années 80-90 pour essayer d'émettre de la musique. À la base c'était plutôt des sons, c'était plutôt des bips. Il fallait programmer les sons. C'est-à-dire Déjà il fallait les programmer mais... Aurélien, il vous l'expliquera mieux que nous, mais à l'époque, il fallait programmer les sons. C'est-à-dire Ah que oui. quand tu programmais en basique, ou Oui. voilà, en gros, tu mettais une lettre qui correspondait à une note, l'octave, et puis bien souvent, tu n'avais qu'une seule voix, donc les notes se suivaient. Bon, après, tu as les Amiga, les Atari ST avec 3 et 4 voix. Donc là, ça commence à être un peu évolué, lecture de samples et tout. Mais là, bon, vous allez voir, il y a des choses un peu plus évoluées. Vous allez même entendre des choses. Ah ah. Voilà. Tout à fait. Et donc du coup, bah oui, c'est vrai que je voulais inviter Aurélien, parce que vous m'avez demandé d'inviter 4 personnes, Oui. une personne par jour, et donc aujourd'hui c'est la journée musique. C'est Ah, trop quel stylé. plaisir. C'est pas la fête de la musique, mais la journée musique. Mais oui. Donc, voilà. Et donc Aurélien Montero, présente-toi. Bah ouais. Eh bien, je suis compositeur de musique dans le jeu vidéo. Ça va bientôt faire 10 ans. Je Ok. commence à me sentir un peu vieux. Et je commence à avoir des cheveux blancs et tout. Bref, c'est tout un processus. Parce que les gens sont compliqués dans ce milieu? Non. Non, c'est juste que je suis fatigué. Ah bah oui. Non, mais ça fait 10 ans que je travaille dans le jeu vidéo. En parallèle de ça, je donne quelques cours dans des écoles un peu. Maintenant, moins parce que je manque de temps. Mais ça me prend un petit peu de temps. Et j'ai aussi une chaîne YouTube où j'anime où je parle de musique et de sound design dans le jeu vidéo. Ça doit faire depuis 2017. On doit avoir 5000 abonnés, donc c'est sympa. Bah, Oh, bravo. ça arrange bien, ouais. Aurélien Montero. c'est Oui, ça c'est ça. Voilà. J'ai été très inspiré quand j'ai mis le nom de ma chaîne. Ouais, c'est parfait. Donc voilà, donc aujourd'hui le but c'est de... Alors pour recontextualiser, donc chaque jour à Japan Expo, donc on va parler de 14h à 15h d'une thématique de l'industrie du jeu vidéo. Aujourd'hui donc c'est la musique de jeux vidéo. Demain ça sera Emmanuel Forçant pour nous parler de l'évolution des métiers du jeu vidéo. Donc justement on parlera de comment les métiers ont évolué par rapport à l'évolution technique. Aujourd'hui on a des consoles monstrueuses, bon à l'époque c'était pas la même sauce. Samedi, on parlera de formation jeux vidéo avec le responsable du programme jeux vidéo d'une grande école parisienne Ouais. de jeux vidéo. Et enfin, et qui est aussi patron d'un studio, ils sortent un jeu dans pas longtemps. Et dimanche, on invite donc des créateurs de jeux indépendants. Alors très inspirés justement de l'univers Japan Expo, c'est Odyssey and Blaze. Si vous aimez les mangas, les dating sims et tout, on va être vraiment dans cet univers-là. Donc aujourd'hui musique, demain métier, après-demain ça va être formation jeux vidéo et donc dimanche ça va être des créateurs. Ça va être le nerf de la guerre, Voilà, quoi. le nerf de la guerre dimanche. Voilà. Eh ben, Parce que- nickel. Mais Vas-y. alors, juste une question. Qu'est-ce qui t'a pris de vouloir un petit peu t'orienter dans... Alors, d'une part dans la musique et d'autre part dans la musique tout particulièrement dans les jeux vidéo? En fait, à la toute base, moi, j'écoutais beaucoup de musique, mais pas de mon fait. C'est juste qu'en fait, dans la famille, on écoute beaucoup de genres musicaux très différents. J'ai un frère qui écoutait beaucoup de métal, un frère qui écoutait beaucoup plus du hip-hop R&B années 90. Et en fait, j'ai grandi mes parents tenaient un bar. Donc en fait, il y avait de la musique tout le temps, Ah. etc. Donc j'ai grandi un peu là-dedans. J'avais une tendance quand j'étais petit à faire des percussions en tapant sur la table, ce qui avait Ouais. le don d'agacer tout le monde. Et j'avais envie de faire de la musique depuis très longtemps, sauf que forcément, quand t'as un gamin de 6 ans qui te dit qu'il veut faire de la musique, tu le prends pas forcément au sérieux. Et en fait, c'est une envie qui est restée. Et après, j'ai connu l'avènement des MP3, donc j'écoutais beaucoup de musique. Vers 15 ans, j'ai commencé à faire de la guitare. J'ai lancé plusieurs groupes de musique qui sont tous plantés pour plein de raisons. Ça arrive à plein de monde. Oui. Hein. Ouais, bizarre, hein. Mm. Non, mais en fait, j'ai fait plein de groupes de musique. La plupart des gens n'étaient pas si motivés que ça, etc. Et je
Je crois arriver en terminale, il faut faire des choix. Je crois il faut faire des vœux, je crois, pour une orientation. Ouais. Et C'est là que tu as choisi maçonnerie. Donc, voilà. bah, à la base, je m'étais dit, bon, je vais faire ingénieur du son, en me disant, ok, ingénieur du son, après, tu peux peut-être faire de la musique d'une manière ou d'une autre, je sais pas comment, mais je me suis dit, bon, peut-être. Et en fait, j'ai un ami, parce que j'ai redoublé une année, qui lui avait du coup fini ses études avant moi, qui est arrivé dans une école de jeux vidéo et qui m'a dit, hey, il y a une filière musique et sound design qui a ouvert. Et vu qu'on rêvait de faire des jeux vidéo ensemble, il m'a dit, en fait, ça pourrait être l'occasion d'en faire. Et donc, c'est un peu comme ça que je me suis lancé. Et donc, j'ai un peu appris la production de musique parce que je devais rentrer dans cette école-là et qu'il y avait un test à l'entrée, etc. Mais de base, moi, je pensais pas que c'était possible. Pour moi, c'est un peu ces métiers où pour moi, il faut avoir un niveau de malade mental pour pouvoir rentrer dedans. Pour moi, il fallait écrire sur des partitions. La théorie musicale, c'est toujours un truc qui m'a complètement gavé très rapidement. Parce que je trouve que l'apprentissage de la musique dans les écoles de musique, c'est un peu rudimentaire, c'est un peu... C'est un peu à la rute, quoi. Mais ouais, t'as envie de faire du piano ou de la guitare, et là on te dit, va falloir apprendre le solfège. Pendant 10 ans. Pendant 10 ans, et après, une fois que tu masterises le solfège, tu as le droit de toucher une corde de guitare. C'est ça. Un peu comme l'épisode de Friends, là où elle lui apprend à jouer de la guitare, mais elle veut pas lui donner de guitare, donc il doit apprendre les accords comme ça dans le vide. C'est con. Mais c'est vrai que moi, ça m'a bloqué. J'étais aussi passionné de musique, et pour le coup, on me dit, si tu veux faire l'école de musique, faut faire du solfège. Et là, c'est quoi le solfège? C'est d'apprendre à lire la musique, c'est des partitions. Et en plus, au collège, maintenant c'est un peu mieux. Je sais pas si toi t'as connu ça. Mais moi, nous, c'était au la collège... flûte. Ah ouais, non, mais la flûte, c'était... C'est comment te dégoûter de la musique, c'est le chant et la flûte. Et là, t'as juste une note qui sort de la flûte, t'as mais même c'est pas un de truc notion de fou, d'accord avec la flûte, quoi. Sans reprendre le sketch de l'autre, là, il y a un gars qui vend des flûtes en France. Il a dealé avec le gouvernement pour que tout le monde apprenne la flûte au collège, c'est n'importe quoi. Ça. Et moi, je voyais dans les émissions de télé, tu sais, même les séries, les sitcoms et tout, aux États-Unis, ils sont là, ils ont plein d'instruments, ils apprennent le piano, la guitare. Et toi, t'arrives en cours de musique et on te dit, bon, bah voilà, va falloir que t'achètes une flûte. et surtout, moi, j'ai vécu un truc très bizarre, c'est que j'ai fait 1 an de solfège, et en fait, comme j'avais 15-16 ans, en fait, je me suis retrouvé dans l'entre-deux parce que normalement, t'as la section enfant et la section adulte. Ouais. Du coup, je me suis retrouvé avec des enfants de 9-10 ans tout autour de moi parce qu'en fait, il y avait assez peu de gens de mon âge. Ah, ok. Et du coup, j'étais là. J'ai vraiment pas l'impression d'être à ma place. Et en plus, j'aime pas ce que j'apprends, donc vraiment, c'est la mort du fun. Bon, et donc, à quel moment Donc, on est à peu près au moment où tu montes des groupes de rock. T'es en train de te dire que tu vas bosser donc, dans cette filière... que tu vas apprendre dans cette filière sound design et musique. C'est dans quelle école? Tu peux donner le nom de l'école? Oui, c'était à Isard Digital à l'époque. Et c'était la 2e promotion de musique et sound design. Donc c'était vraiment tout récent. Je suis rentré en 2013. D'accord, ok. Bon. Donc il y a 11 ans. Et l'année prochaine, ça fera 10 ans que j'ai mon diplôme, ce qui me fout un énorme coup de vieux. Ah, c'est la vieillesse de ouf, quoi. Ouais, j'avoue. Tu savais depuis combien de temps on fait Japan Expo? Et donc voilà, les premiers travaux c'est quoi? Donc alors, peut-être que tu peux nous expliquer ce que tu apprends exactement dans cette filière sound design. Qui sont tes professeurs? Comment la pédagogie fonctionne? Ça peut peut-être donner comme ça un indice aux gens qui nous regardent. Savoir ce qu'on fait aujourd'hui pour apprendre la musique de jeux vidéo. Alors, je remets quand même un peu de contexte. Donc on était quasiment 10 ans en arrière. Donc entre-temps, on a changé de locaux, le programme a évolué et forcément les professeurs aussi. Je crois que 100% des profs qui sont actuellement à l'école, je ne les ai pas eus, donc de manière assez sûre. Parce que forcément, avec le temps, les profs, ils ont changé et tout ça. Mais à l'époque, on apprenait à faire... il y avait tout un truc de composition, il y avait un truc de production musicale, c'est-à-dire comment on crée les musiques, comment on utilise les synthés, comment on utilise tout ça. Il y avait une partie sound design à l'image, donc c'est-à-dire comment on fait des bruitages sur des cinématiques, des vidéos, etc. Donc on travaillait avec... Fred Devanlay qui était le sound designer. Le truc pour lequel tout le monde le connaît, c'est qu'il a travaillé sur Adibou. Voilà. Donc c'était assez rigolo. Mais en vrai, il a fait plein de trucs. Il travaille notamment avec Ubisoft, il a travaillé sur Watch Dogs, il a fait plein de trucs. On a également eu tout ce qui était travail sur ce qu'on appelle les middleware. Donc ce sont des petits logiciels qu'on vient greffer sur les moteurs de jeu, ce qui permet notamment de faire ce qu'on appelle de la musique interactive, donc de la musique qui va évoluer en interaction avec le joueur. Et donc il y en a deux, donc il y en a un qui s'appelle Fmod, l'autre qui s'appelle Wise, et on apprenait à utiliser les deux assez rapidement parce que c'est des outils qui sont super importants dans la mise en place de ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on apprenait d'autre? Le sound design jeu vidéo, du coup, et tout ce qui était ce qu'on appelle synthèse sonore, c'est-à-dire comment on crée un son en partant de zéro
comment on crée des petits synthés en virtuel avec des petits logiciels comme Pure Data, Reactor, MaxMSP qui sont des logiciels où on part d'une page blanche et on peut greffer différents éléments et créer des synthés en fait en partant de zéro. Ok, stylé. Et du coup, c'était une formation qui était très orientée autour du jeu vidéo. Oui, après il y avait quand même en fait à l'époque la formation durait 2 ans et ce qui était intéressant c'est qu'on travaillait chaque année sur un projet de jeu vidéo et en parallèle on travaillait aussi sur des projets de films d'animation et de films d'effets spéciaux. Donc en première année on travaillait sur le film d'effets spéciaux, en deuxième année on travaillait sur le film d'animation. Donc ça nous permettait quand même de tester d'autres choses, de pouvoir un peu se projeter dans d'autres domaines, sachant que maintenant en vrai la filière est quand même très orientée jeux vidéo, mais on apprend quand même tout le reste, donc il y a aussi possibilité de se reporter sur du film d'animation, etc. Ok. Et en exemple un peu comme ça de compositeur ou de musique de jeux vidéo, tu as des musiques toi qui t'ont marqué justement pendant tes études où tu t'es dit bah tiens j'ai envie de sonner comme cet artiste-là ou j'ai envie de faire de la musique un peu comme dans tel jeu? Pendant très très longtemps, moi j'étais très très inspiré par les compositeurs japonais parce que j'avais, en fait j'ai grandi, j'ai des très très grands frères, c'est-à-dire on a 15 ans d'écart, donc c'est quand même assez important. Et du coup quand eux ils étaient au lycée, moi j'étais en maternelle. Et en fait, j'avais un grand frère qui était très orienté autour du JRPG japonais à l'époque de la PlayStation. Donc en fait, moi, à 6-7 ans, je me suis retrouvé dans les mains avec FF7, FF8, FF9, FF10, Grandia, Jade Cocoon, enfin plein de jeux comme ça. Et du coup, j'ai été très marqué par les compositeurs japonais. J'ai aussi connu assez vite Kingdom Hearts. Et du coup, j'ai été très marqué par le travail de Nobuo Uematsu, qui du coup est un compositeur qui a travaillé notamment sur les Final Fantasy, ouais. Du 1 jusqu'au 9 et un peu sur le 10 et un petit peu à tout ça. Et par Yoko Shimomura qui a notamment travaillé sur Kingdom Hearts, mais pas que, elle a travaillé sur Parasite Eve, elle a fait des thèmes de Street Fighter, notamment le thème de Guile, ce qui est quand même, quand même plutôt important. Et c'était les deux qui m'ont un peu influencé, et après j'écoutais beaucoup de choses parce que j'étais très fasciné par le jeu vidéo, et moi le jeu vidéo je le retiens énormément par la musique. Donc quand j'aime un jeu vidéo j'écoute la musique, mais vraiment les deux compositeurs qui m'ont donné envie de me lancer c'était ça. Et après, quand j'ai commencé à en vouloir en faire un travail, je me suis intéressé à d'autres choses et j'ai découvert d'autres compositeurs. Alors, un peu florilège, sans forcément d'ordre de préférence. J'ai beaucoup aimé le travail de Darren Korb, qui est le compositeur notamment chez Supergiant Games. Donc là, en ce moment, ils font Hades 2, mais ils ont fait aussi Transistor, etc. Et à l'époque, Transistor, pour moi, ça a été une vraie claque musicale hein, de par son mélange, etc. Et du coup, je trouvais ça très, très inspirant. J'ai beaucoup aimé le travail de Toby Fox sur Undertale et Deltarune. Ouais. Parce qu'il y a un vrai travail de la mélodie et le fait de vouloir raconter des choses, c'est quand même... raconter des choses par la musique et créer des liens par la musique, c'est super intéressant. Et c'est surtout que la musique les personnifie aussi, quoi. C'est ça. Tu relis directement la composition à un personnage. C'est ça. C'est le travail du mémorable au travers de la musique. Ouais, et ça, je trouve ça intéressant. Et après... il y a vraiment plein de compositeurs. Disaster Peace aussi, qui a travaillé sur Hyper Light Drifter et sur Fez, qui a fait un travail formidable là-dessus. Même si maintenant il fait un peu moins de jeux vidéo, il a quand même apporté vraiment sa contribution. Même Mini Metro, mine de rien, on se rend pas compte, mais c'est un travail monstrueux en termes de musique et d'avoir un système où adapter la musique en fonction des actions du joueur. Mais c'est même pire que ça, c'est que à la base il n'y a pas de musique et c'est le gameplay par les lignes de métro, par les différents éléments qui créent une musique, et ça c'est super intéressant parce que du coup tu lances la partie, t'as pas de musique, tu t'avances dans une vidéo de let's play, au bout de 30 minutes t'as une giga musique qui est apparue quoi. C'est intéressant ce que tu nous dis justement, parce que c'est la grande différence. C'est vrai qu'on a l'habitude de regarder, surtout pour la Japan Expo, tout le monde est fan d'animation, de films et tout ça. La différence majeure, bien sûr, c'est que dans la musique de jeux vidéo, il y a de l'interaction. Comment justement, quels outils tu utilises toi pour créer de l'interaction? Parce que assez souvent, comme disait Todalf, la musique réagit à ce que tu fais, quoi. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel c'est dur de s'adapter parce que c'est différent d'un score de film? Parce que c'est vraiment très... La spécificité du jeu vidéo, c'est qu'il y a de l'interaction. Est-ce que ça rajoute de la difficulté à la composition et surtout les outils que tu utilises et comment ça fonctionne dans le jeu, justement? Alors, est-ce que ça rajoute de la difficulté? C'est une question de point de vue en réalité, parce qu'en fait, la musique de jeu vidéo, par rapport à de la musique de film, c'est très différent. Parce que sur un film ou une série, on maîtrise le média, c'est-à-dire que peu importe la manière dont on va jouer le film ou la série, tout se déroulera toujours de la même manière, du point A au point B. Dans un jeu vidéo, on n'a pas le contrôle sur la manière dont le joueur va faire son aventure. On ne sait pas combien de temps il va passer dans les différents niveaux, on ne sait pas s'il va passer
genre 1 milliard d'essais sur un boss. Donc on doit anticiper tout ce truc-là. À la toute base, on avait trouvé des premières solutions qui étaient de faire des systèmes. Alors moi, je prends cet exemple-là parce que c'est assez facile de l'illustrer. Le système Final Fantasy était assez simple. On avait une musique de map monde, un bruitage de transition pour lancer le combat, musique de combat, musique de combat qui disparaît, jingle de fin, et on repart sur la musique de map monde. Donc ça permettait d'avoir des transitions. Et la technique japonaise qu'ils adoraient faire pour éviter que ce soit trop redondant, c'est d'avoir des moments de musique forte, moments de musique faible, moments de musique forte, et en gros d'avoir des ruptures pour permettre d'avoir de la variation. Un bon exemple de ça, si vous prenez le thème de Sephiroth, qui est le thème le plus connu, c'est assez facile de l'illustrer, il est très rentre-dedans dès le début, et à un moment, il y a des moments très doux avec des mélodies... Tu me l'as envoyé ou pas? Non, je ne l'ai pas envoyé celui-là. Bon, on aura d'autres musiques. Il y aura d'autres musiques pour illustrer ça, mais c'est une manière de créer du renouveau quand on n'avait pas encore le contrôle. Maintenant, on a le contrôle sur la musique, avec ce qu'on appelle la musique interactive ou adaptative, c'est-à-dire qu'on va composer la musique en ayant en tête le gameplay et comment on va faire en sorte que la musique s'adapte à ce qui se passe au niveau du joueur. Si on prend par exemple une musique de boss, on peut avoir des systèmes où chaque phase du boss est illustrée par une phase de musique. Dans le jeu Fury, qui est sorti il y a quasiment 10 ans maintenant. Game Bakers. Voilà. Chaque phase de boss est liée à un pattern musical. Et entre chaque phase de boss, il y a un petit pattern qui est joué qui permet de faire la liaison entre les deux. Ce qui permet que, juste par la musique, on peut savoir où on en est dans le boss. Ah, et il y avait aussi ça dans... Moi j'avais appris cette histoire de musique interactive et notamment de Wise avec Olivier de Rivière sur Remember Me. Tout à fait. Et il y avait même des phases où en gros, quand ton personnage il a moins de la moitié de sa vie, donc t'as une musique un peu qui te stresse parce que ton personnage est pas loin de mourir. Si ton personnage est full HP, bah t'as une musique un peu plus entraînante avec beaucoup plus de tambours. Et il faisait des variations là-dedans. Et donc sur Wise, tu as en fait des boucles de musique et c'est relié à un état de ton personnage. Par exemple, si ton personnage du coup se prend plein de coups, la musique elle va changer. Et si par exemple tu sors un super combo, là la musique elle va en gros te récompenser par une espèce de truc un peu fanfare ou tu vois, un truc comme ça quoi. Mais aujourd'hui c'est beaucoup comme ça. Il y a aussi dans Red Dead Redemption 2 où justement ils gardent la même mélodie tout le temps, une mélodie d'ambiance quoi. Mais par contre quand il y a une scène de combat ils reprennent la mélodie mais avec des accords en plus et des instruments en plus. Et quand c'est une course poursuite ça va être la même mélodie mais avec d'autres accords. Et donc du coup t'as vraiment les transitions et sont hyper smooth parce que c'est la même mélodie en fait, et donc du coup ça s'adapte en fonction de la situation du personnage et des trucs comme ça. Mais en fait aujourd'hui j'ai l'impression que tout le monde fait comme ça parce que c'est ce qui paraît le plus naturel en tout cas, et s'il n'y a pas ça paraîtrait moins intéressant quoi. Pour ceux qui ont du mal à se projeter, imaginez Metal Gear Solid, c'est l'exemple du jeu à musique interactive. Alors, le 1 et le 2 peut-être un peu moins, mais en gros tu as des boucles. T'as une boucle, t'es repéré, t'as une boucle, il reste 1 minute, t'as une boucle exploration en fait. Et si vous jouez à Metal Gear Solid ou allez regarder une vidéo sur YouTube, ça illustre le mieux la musique interactive. Tu te balades, t'as une musique un peu calme, infiltration, tu te fais repérer, là t'as une musique hyper stressante. Et au fur et à mesure, la musique va baisser en tempo parce que les gens vont pas te retrouver, les soldats vont pas te retrouver. Et puis après, ça reboucle de nouveau sur la musique d'exploration une fois le compteur terminé. Bon, ça c'est vraiment... caricaturé parce que le premier Metal Gear est fait un peu c'est des boucles pas trop. En fait, l'avantage des jeux PlayStation, c'est qu'on était déjà sur le format CD, ce qui permettait déjà d'avoir une qualité bien meilleure. Et surtout, on pouvait appeler en direct des boucles avec plus ou moins de latence, mais en quasi direct, parce qu'on les chargeait en amont et après c'était disponible, donc il n'y avait plus qu'à les jouer quoi. Donc c'était assez facile. Mais ce qui est intéressant avec la musique interactive, c'est que ça a permis une vraie réflexion de comment on fait de la musique dans un jeu vidéo et pas juste comment on compose de la musique. Non, on se pose la question de qu'est-ce que va faire le joueur, comment il va vivre son aventure. Ça demande de vraiment jouer au jeu et pas de juste regarder des vidéos. Et on a eu des bonnes idées en fait de manière de faire de la musique de jeux vidéo. Sur le jeu The Passless, qui est un jeu indépendant qui est sorti il y a quelques temps, on a dessus Austin Wintory qui avait composé la musique de Journey. Et il a fait un système de musique interactive, il a fait une vidéo sur le sujet qui est super intéressante, où il explique qu'en fait, la musique est vouée à disparaître au fur et à mesure de l'aventure. C'est-à-dire que plus on bat de boss, moins il y a de musique, et du coup on crée des effets de vide super intéressants.
Mais de toute façon, Austin Wintory, dans Journée aussi, travaillait beaucoup sur la musique, dans la communication par exemple. Le principe du jeu, c'est tu crées une aventure, mais tu as parfois des joueurs qui viennent juste pour une petite séquence dans dans ta partie, quoi. Et du coup, tu peux communiquer qu'avec une note ou un son ou un truc comme ça. Et donc, du coup, c'était incroyable. Mais donc, du coup, tu avais une communication par la musique et c'était incroyable. Bien, parce qu'en fait, tu projettes beaucoup de choses là-dessus. Ah, bah, bien sûr, ouais. Et au final, même si le moyen de communication est hyper dégradé, bah, ça marche. Ouais. T'as des. Bon, après, chacun a vécu son expérience de journée différente, mais moi, ça m'a marqué de fou ce jeu. Moi, en fait, j'ai connu la musique de Journey avant d'avoir joué au jeu, quoi. Parce que je trouvais que la composition d'Austin Wintory était incroyable. En fait, il y avait vraiment, surtout sur le morceau Apostosis, là, qui avait vraiment ce côté grand final, quoi, qui filait un truc. Et en fait, tu découvrais juste en écoutant la musique de bout en bout, vraiment une construction, ça raconte une histoire sans que je la connaisse en fait, donc du coup c'était juste incroyable. En parlant justement de raconter des histoires, en quoi aujourd'hui la musique elle participe à la narration, comment toi tu mets en place dans les musiques que tu composes, et on peut peut-être commencer à écouter des exemples, comment toi tu mets en place des éléments de narration auditif, or c'est pas forcément évident, et comment tu travailles ça avec les équipes. Donc comment toi tu mets en place des éléments de narration auditifs et comment tu travailles après avec les équipes de jeu, parce que tu développes pas le jeu, toi tu t'occupes de la partie son, quoi. Oui. Globalement, il y a plusieurs niveaux. Déjà, il y a ce qu'on va appeler le niveau mélodique, c'est-à-dire que quand je fais de la musique de jeux vidéo, je vais me poser la question de quels sont les personnages, quelles sont les relations qu'ils vont avoir, et parfois ça va m'arriver de composer une mélodie ou d'utiliser un instrument particulier pour un personnage. Et ça va caractériser le personnage. C'est ça va caractériser le personnage, et ça m'est arrivé par exemple sur un jeu sur lequel j'ai bossé en 2021 qui s'appelait Don't Forget Me. Donc on a des images, on va vous montrer. Oui, on a des images. Hop. Dans ce jeu-là, il y a pas mal d'interactions entre les personnages, et il y a des relations interpersonnages qui ont lieu. Et il y a des choses qu'on ne pouvait pas dire, parce qu'on va pas tout expliquer dans le jeu, on va laisser du contenu quand même pour l'interprétation. Et il y a une relation entre deux personnages qui est jamais explicitée dans le jeu directement, mais qu'on peut la voir parce que si on tend l'oreille, à un moment donné dans la musique, il y a un thème d'un personnage qui apparaît dans le thème de l'autre. Et donc on peut comprendre qu'il y a un lien. Et après, une fois qu'on sait ça, si on écoute bien les dialogues, etc., on peut avoir une info intéressante qu'on n'aurait pas en première lecture du jeu. Donc ça va être un premier niveau. Le deuxième niveau, ça va être d'illustrer un lieu, d'illustrer une ambiance par sa musique, voire un état d'esprit. Là, par exemple, on est au Bloodorf Bar dans Don't Forget Me, donc qui est un lieu assez important. Dans le jeu, on a un groupe qu'on voit en hologramme qui joue de la musique, qu'on a fait volontairement chanter en français pour créer un petit peu ce côté fanchouillard. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, on va revenir dans ce lieu-là, on va discuter avec Bernard, qu'on voit tout à droite, là, le monsieur, et il va être dans un état d'esprit particulier et il va dire des choses. Et à ce moment-là, on va mettre une musique qui va illustrer en fait son ressenti, son état d'esprit, ce qu'il pense, tout en restant dans ce lieu. Et ça va vraiment illustrer en fait le ressenti, et on va du coup apporter une information narrative. Donc en fait, la musique, ce qui est intéressant, c'est que ça va sublimer d'une part le travail narratif et le travail d'univers, mais également ce qui est intéressant, c'est que ça va aider la narration, parfois où elle peut avoir des difficultés à vouloir expliquer sans le dire. Ou à comprendre des choses qui ne sont pas dites directement, mais la musique commence à te faire comprendre quelque chose, quoi. Mais c'est ça, mais en fait j'ai l'impression de toute façon que dans la musique, c'était le ressenti qu'on avait dans la musique, en fait existait déjà dans la musique symphonique, dans la période romantique en fait, où si tu utilisais plutôt des quintes mineures, c'était plutôt des trucs un peu dramatiques et tout. Si c'était plutôt du majeur, c'était plutôt la force, la vaillance et tout. Donc il y avait déjà un peu cette étude-là, mais il y a 150 ans. Et puis en fait, avec des musiques comme ce qu'a pu faire John Williams, par exemple, sur la personnalisation personnification de la musique, avec le thème de Dark Vador, le thème des dessins, le thème des requins, le thème de Dayla.
il y a tout ça en fait, et tout ça me paraît est une chose assez naturelle. Et qui est arrivé finalement avec les jeux vidéo. Je sais pas quel est le premier jeu qui a eu un thème propre à lui, peut-être Zelda, je sais pas, ou Pac-Man, remarque, hein, c'est Mais possible aussi. Hein, ce qui est fou dans la musique, c'est qu'en fait, même si on n'est pas doué en musicologie, on perçoit ça, tu vois. Ah oui, ouais. Moi, je me souviens avoir vu le retour du Jedi, et quand il y a le thème de Leia, on sent déjà de la mélancolie dans l'annonce, et la musique annonce déjà ce que Luke va lui dire. Bon, spoiler alerte, ils sont frères et sœurs. Mais en fait... Quoi ? T'étais pas au courant ? Comment ? Et en fait, on ressent déjà bien avant l'annonce de Luke quelque chose de mélancolique dans la musique de Leia qui va dire attention, il va y avoir une annonce un peu importante. Mais c'est drôle parce qu'on le perçoit quand on est gamin, alors qu'au final, après, grâce à des discussions qu'on peut avoir avec Aurélien, c'est théorique tout ça, justement, les quintes. Bien sûr, oui. Le mode mineur, majeur, on crée déjà des émotions par rapport à ça, quoi. Est-ce qu'on a un exemple de musique pour ce jeu-là en particulier ? Peut-être. 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 Attends, je te mets la liste. Je sais plus. Est-ce que on a quelque chose là-dedans ? L02. Non. Bon, c'est J'ai pas oublié. grave. J'ai mis plein de trucs. Est-ce que tu as un exemple, une image qui est reliée à une musique ? Je vais faire défiler les musiques. Est-ce qu'on a une musique sur ce jeu-là ? Non, parce que sur celui-là, j'ai pas. Musique sur ce jeu-là. Ah bah tiens, ah non, rien à voir. Ça, c'est du Don't Forget Me. Don't Forget Me, ouais, tout à fait. Attends, remets les musiques, que je regarde vite fait. Vas-y, hop. Je me permets, parce qu'il faut que je me replonge dedans. Tu peux mettre Rivers Mayer, pour le coup, j'ai mis une image du jeu. D'accord, bon. Donc ça, c'est une musique sur laquelle je travaille en ce moment. Un jeu qui s'appelle Shardbound. Alors, faut que tu mettes le volume, parce qu'il n'est pas activé. Tout en bas. Et normalement... Vas-y, avance. Encore. T'as que ça ? J'avais mis plus d'images. On va y arriver, presque. Là. Donc ça, typiquement, c'est un jeu sur lequel je travaille en ce moment qui s'appelle Shardbound. Donc il y a un mélange entre un tactical et un jeu de cartes. Et sur ce jeu-là, du coup, j'ai composé une musique où globalement, on sait assez peu de choses sur les lieux. Du coup, il fallait absolument illustrer les différents environnements par la musique. D'accord. Donc ça, c'est un bon exemple de musique sur lequel je travaille en ce moment pour illustrer les environnements. Parce que, effectivement, on rentre pas encore trop dans le lore dans le jeu, mais du coup, il faut le faire passer par la musique. Et donc, c'est un des processus. On peut avoir vraiment différents. Ça évoque quoi plutôt comme ambiance là du coup ? Ça évoque le côté un peu forêt, marécage, etc. Beaucoup de percussions, beaucoup de trucs. D'instruments avant, etc. où on va vraiment aller chercher ce côté un peu tranquille, un peu forêt, mais avec un peu d'action, avec des percussions pour quand même donner du mouvement, mais en même temps dire t'as le temps de réfléchir et de te poser pour peser tes actions, quoi. D'accord. Mais déjà la création d'une musique d'ambiance est quand même hyper différente de la musique d'un jeu d'action ou d'un jeu d'un autre type de jeu, quoi, parce que là du coup il faut créer vraiment en termes de BPM, musique d'ambiance, c'est 60 BPM et pas plus, quoi. Et surtout, ce qui est particulier dans ce jeu-là, c'est que le joueur peut passer beaucoup de temps à réfléchir dans sa game. C'est ça. Donc en fait, il faut penser la musique avec beaucoup de variations, etc. pour essayer de plus ou moins correspondre à ce que fait le joueur. Tiens, j'ai une question parce que en faisant défiler, j'ai vu passer ça. Je savais pas que tu faisais la musique du jeu, donc c'est un jeu qui s'appelle Number 99. C'est ça. Qui est un jeu, comme vous le voyez, qui ressemble à du F0, Tout à fait. Alors, pour ce jeu-là, tu vas faire quoi comme type de musique, par exemple ? Alors, si tu veux, j'ai un exemple. Tu peux le mettre, c'est le morceau Hell, qui va correspondre au niveau enfer du jeu. C'est parti. C'est l'enfer. En fait, ce que j'ai pensé pour le jeu, c'est qu'en gros, on va avoir des genres de musique très différents par univers. Et donc sur celui-là, on est parti sur un délire un peu entre Carpenter Brut et Sonic Adventures 2. D'accord. Parce qu'avec le thème de Shadow, vous allez voir, il y a une petite référence que je me suis amusé à caler. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ce jeu-là, on a vraiment de la musique très très interactive. C'est-à-dire qu'on va avoir de la musique qui va varier en fonction de la vitesse du joueur. Si le joueur atteint un certain point et qu'en fait, que le mec est vraiment bon, en fait, le sound design va devenir musical. Et donc on va avoir un basculement qui va se faire où les éléments vont devenir beaucoup plus musicaux. Et pareil, si on a des sauts, on va avoir des effets qui vont s'appliquer. Si on passe dans un tunnel, on va avoir des effets qui vont s'appliquer. Et on a pas mal d'éléments comme ça qui vont évoluer en direct.
Vraiment le système est super complexe, mais c'est super cool, on a une vraie identité sonore et chaque monde est vraiment très différent musicalement. On a un univers plutôt haut, on va avoir de la liquid drum and bass, donc on va avoir un truc vraiment très chill, ouais. Comme on va avoir de la synthwave, comme on va avoir de la house, enfin vraiment ça va être très varié quoi. Ouais, des trucs qui rappellent, c'est quoi déjà le jeu de course sur PlayStation aussi Wipeout. Wipeout, c'est ça. Tu t'inspires un peu de ces univers-là et tu essayes quand même de créer quelque chose de nouveau, ou vraiment le but c'est de dire, bon, on rappelle le jeu de course futuriste, faut que les gens se remettent un peu dans cette ambiance-là. Et toi, qu'est-ce que tu rajoutes à ça ? Alors à ça, je rajoute ce qu'on appelle l'identité, c'est-à-dire qu'en fait, dans chacune des musiques que je compose, j'essaye de réfléchir en me disant c'est quoi l'univers du jeu, qu'est-ce que ça raconte et comment on fait pour lui créer sa propre identité pour que quand les gens écoutent la musique, ils pensent pas Wipeout mais ils pensent Number 99. Donc il y a un vrai travail de réflexion à un point où au début du projet, on se demandait si on n'allait pas avoir plusieurs compositeurs pour vraiment avoir des univers différents. J'ai finalement réussi à faire vraiment des univers très variés et vraiment très particuliers. Et donc ça marche. Et en plus en ayant la musique interactive, ça crée vraiment quelque chose d'un peu différent. Ouais. Et je pense que l'OST va être vraiment bien. Pour le coup. Mais ça, c'était une exigence du client justement d'avoir un peu des musiques adaptatives, des musiques différentes pour chaque niveau. Ou c'est toi qui l'as proposé ? C'est moi qui l'ai proposé. Eux, ils voulaient une identité forte. Moi, j'aurais dit, je pense qu'on peut faire une identité forte et un système interactif. Okay. Ils avaient déjà travaillé avec Fmod. Mais ils n'avaient jamais fait de système aussi poussé que ce que j'ai fait. Donc on a poussé le truc un peu loin. Et même pour eux, je pense, parce que à la base, donc c'est le studio Tuesday Quest. Oui. Ils font plutôt des jeux de puzzle. Et là, c'est leur premier gros jeu, faut le dire. C'est ça. Avec un gros jeu de course en 3D qui rappelle forcément des références qu'on connaît Bien tous. Bien sûr. Du coup, quand toi, tu leur as dit, cette fois-ci, on va faire de l'interactif et tout ça. En fait, quand je leur ai parlé de musique interactive, ils étaient plutôt chauds, mais ils avaient un peu peur que ça soit très gourmand, très compliqué à mettre en place. Du coup, je leur ai proposé un système assez simple où les règles vont être les mêmes d'un niveau à l'autre, mais par contre, on va pousser le curseur à fond, c'est-à-dire qu'en fait, on va créer un système qui fonctionne bien, qu'on va pouvoir appliquer sur tous les niveaux. Comme ça, il y a une redondance pour que le joueur ne soit pas complètement perdu à chaque truc et qu'on réinvente pas la roue à chaque fois. Mais au final, en creusant et tout ça, on a réussi à faire un système qui marche vachement bien. Et on a créé des systèmes d'identité sonore et je peux un peu teaser, mais il y a même des petits secrets sonores dissimulés à droite à gauche. Il y a 95% de contenu pour tout le monde et 5% de contenu pour personne. Donc en fait, il y a du travail que peut-être personne ne verra jamais, mais en vrai... T'espères qu'il y a un hacker qui a cherché le code source pour aller trouver le fichier musical qui n'a pas été exploité. Si les gens sont assez attentifs, il y a des indices qui sont déjà dissimulés à droite à gauche, donc à creuser. Si les gens passent du temps dessus et qu'ils écoutent bien ce qui se passe au niveau sonore, ils peuvent découvrir des choses assez intéressantes. Et est-ce qu'un compositeur de musique de jeux vidéo, je veux dire, est-ce qu'il doit être aussi un peu technicien dans le sens où il doit maîtriser aussi des outils justement pour appliquer la musique adaptative ou comprendre aussi les mécaniques à un moment donné ? Je pense. En fait, pour moi, ce qui fait la différence fondamentale entre un compositeur de film et un compositeur de jeux vidéo, c'est la différence de médias. Et en fait, c'est ce qui fait parfois du mal parce qu'il y a des gens il y a des compositeurs de films qui essaient d'aller vers le jeu vidéo et c'est pas toujours facile parce que c'est pas les mêmes outils. Il y a un savoir technique à apprendre. Exemple justement par rapport à ça. Non, vas-y, je te laisse terminer, je te dirai après. Et en fait, le fait d'avoir cette différence technique fait que des fois, il y en a qui veulent aller vers le jeu vidéo mais qui ont du mal parce que ça leur demande de réfléchir autrement le média et de le penser. Moi, je pense que dans la mesure du possible, j'essaie d'avoir le contrôle sur la musique, le sound design et le système de musique parce que je considère que le fait de pouvoir tout faire me permet d'avoir une vraie vision artistique et de pouvoir vraiment créer un univers sonore cohérent et intelligible plutôt que de dire je fais que ça et après quelqu'un va créer le système. Ça peut marcher, mais encore une fois, le contrôle reste moindre et du coup, c'est probablement moins efficace au final. Et justement, l'exemple que je voulais donner, c'est Kojima pour Metal Gear Solid 2 a bossé avec Harry Gregson Williams. En fait, il adorait tous les films. Harry Gregson Williams, c'est tous les films d'action du début des années 2000 par le frère de Tony Scott, voilà, qui avait fait Top Gun et tout ça. Et il a fait plein de films genre Ennemi, le film avec Will Smith là où il planque un ennemi public, je crois. Public ennemi. Du coup, il lui a demandé, et en fait, le retour là-dessus, c'est qu'Harry Gregson Williams, lui, il connaît pas du tout la musique de jeux vidéo. Donc en fait, il lui a fait des boucles
Et après, c'est effectivement un sound designer de chez Konami qui a été puisé dans ces boucles-là pour refaire des boucles qui, elles, sont interactives, quoi. Celui, Harry Gregson Williams, en gros, il a fait un score de 26 minutes. Et après, ça a été un casse-tête pour les gars de Konami pour dire, bon, il a quand même fait genre musique de suspense, musique d'exploration, il avait déjà ça. Mais c'est les mecs de Konami qui sont passés derrière pour refaire des boucles. Parce que lui, Harry Gregson Williams, le langage jeu vidéo, il connaît pas, quoi. Donc Kojima dit, c'était un très bon choix, parce que moi j'adorais sa musique et tout. Par contre, derrière, les sound designers, ils se sont un peu cassés la tête parce qu'il a fallu recréer dans quelque chose qui n'était pas du tout prévu pour faire de l'interactivité et de recréer des boucles. Voilà. Et Kojima, bon, c'est un mec un peu particulier aussi. Oui. Oui, mais même Kojima, il dit je veux ça. Mais il s'est pas rendu compte en fait. Oui. Et derrière, c'est les gars de l'équipe son de Konami qui ont dit, je sais pas si tu es au courant, mais c'est super sympa d'avoir bossé Oui, avec c'est Harry Gregson Williams. Mais le mec nous a pas fait de musique de jeu vidéo, il a fait 26 minutes de score. Et c'est à nous de nous débrouiller à faire des espèces de montages un peu bizarres pour essayer de te faire des boucles à peu près cohérentes, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que c'est encore d'actualité parce que sur FF15, Yoko Shimomura a composé ses musiques. Et ensuite, Square Enix, ils ont fait bah toi, tu vas faire le moteur audio du jeu. Et il a créé un moteur de jeu en se basant sur les musiques de Shimomura. Et il a fait tout un système d'interactivité avec ce qu'il avait. Ah ouais, Et mais c'est- du coup, c'est le côté un peu technicien C'est ça. C'est ça qui est du vrai important, compositeur. ouais, Quoi. ouais. Mais il y a un vrai sujet en interne sur la musique qui boucle, mais qui boucle bien et qui a un système Ouais. qui fonctionne bien, et la musique interactive. Parce que quand on fait de la musique qui boucle, elle est plus mémorable parce qu'on a ce système de boucle et donc on entend plus souvent tout le temps la même format. Ouais. Alors que quand on fait de la musique interactive, on prend le risque d'avoir de la musique qui évolue tout le temps mais qui du coup est moins impactante. Ouais. Moi j'avoue, je prends le parti de vouloir faire un mélange des deux et d'essayer de trouver ce juste milieu où la musique est assez répétitive pour que tu l'aies dans la tête et qu'elle t'appartienne, et en même temps qu'elle évolue par rapport au genre, parce que forcément faire de la musique boucle en 2024, ça fait quand même c'est quand même un peu limite, quoi. Ah, en 2024, oui. Mais tu Ouais. as pris l'exemple de Toby Fox avec Undertale, mais Mais tu vois, là, c'est un c'était parti des pris. boucles, quoi. Mais Mais là c'est un pris, parti pris C'est très Toby particulier. Fox qui faisait ses musiques. Oui. Ah ouais, bah là il comprend tout. Parce que c'est lui qui fait le Il- jeu. Ouais, non, mais Il le maîtrise mec- son le mec est sujet carré, et en voilà. plus on est sur du RPG à l'ancienne, etc. Donc là il y a une vraie volonté de parti pris qui dit ok, comme avant on faisait des systèmes de boucle, on va faire ce système là, Ouais. et en plus il y a la contrainte technique qui fait qu'on était sur Game Maker, je crois. Game Maker, ouais. Et sur Game Maker tu peux pas faire de musique interactive. Donc en fait de toute façon Ah ouais, la non, question mais ne en se fait, pose pas. t'es contraint, quoi. Voilà, donc c'est une Oui, mais contrainte. tu vois comment la musique de Undertale est devenue hyper iconique parce sûr. que justement Parce que ça boucle. En et fait, puis, il y a aussi alors, ça qui il joue. avait un score de 3 heures, je pense, quand même. C'est Et ça. c'est surtout que voilà, le jeu a été tellement apprécié par son gameplay, mais aussi par sa musique que en fait aujourd'hui Undertale, je trouve qu'il est reconnu autant par son jeu que par sa musique, quoi. Mais si on prend un autre exemple plus récent, et après je te laisse parler, Vas-y. sur les jeux Spider-Man récents, je suis allé vérifier le compositeur. C'est un compositeur très connu parce qu'il fait du film et de la série. Ouais. Ça s'entend. Mais je suis quasiment certain qu'il y a un sound designer ou deux dans le studio qui s'occupe de le rendre interactif. Parce Ah, que c'est ça, ouais. parce que vraiment, il a fait quasiment aucun jeu vidéo à part ça. Donc en fait, je pense que vraiment il délivre des compositions. Et après en interne, il s'occupe de l'implémentation pour le rendre le plus interactif et fonctionnel par rapport au gameplay. Ouais, il a un brief, mais c'est pas les compositeurs de films, que ce soit même Hans Zimmer, je pense quand il compose pour Call of Duty, enfin, s'il compose, parce qu'il y a une rumeur qui dit que bon bref, mais du coup, c'est des gens qui sont pas habitués à ces outils, puis ils bossent pas du tout sur les mêmes outils sûr. que toi, quoi. Ils travaillent pas sur Wise. Tu vois, quand par exemple Olivier de Rivière, il parle de la musique de Plactel, lui il compose directement sur Wise, c'est-à-dire qu'il comprend ce que les gens qui vont faire le jeu vont avoir besoin comme élément de musique. Alors que ce qui s'est passé avec Kojima, le compositeur n'a pas compris. Alors si, il a compris qu'il fallait qu'il fasse des boucles qu'on puisse enchaîner donc avec le même tempo, qu'il n'y ait pas de transition, que ça fasse pas genre une coupure abrupte. Et puis voilà, mais c'est vrai que du coup, je pense que contrairement au graphisme, on aura peut-être l'occasion d'en parler demain ou samedi, les outils deviennent les mêmes. Oui, c'est ça, ouais. Blender est utilisé aujourd'hui dans le jeu vidéo et dans l'animation. T'as Unreal qui a servi à faire tous les décors virtuels de Mandalorian. Et Unreal est un des principaux moteurs de jeu aujourd'hui. Mais la musique, il y a encore une séparation. C'est-à-dire que les compositeurs de films vont plutôt travailler sur quel type de logiciel. Et en musique, toi, et en jeu vidéo, tu l'as dit, c'est plutôt Wise ou Fmod, c'est ça? En fait, ce qui est particulier, c'est que
qu'on fasse de la musique de jeux vidéo, de la musique de film, on bosse sur le même logiciel de composition qu'on va appeler un DAW, Digital Audio Workstation, qui va nous servir en fait à composer la musique en elle-même. La seule différence, c'est que quand on travaille, comme j'ai dit, sur de la musique à l'image, on va pouvoir souvent importer la vidéo directement et composer avec des marqueurs, des éléments pour se dire ok, là il se passe ça, on va faire une musique qui va avoir une montée émotionnelle ou une musique de combat. Que dans un jeu vidéo, on doit penser en regardant le gameplay, en voyant comment les joueurs jouent et se dire ok, il va falloir que je compose une musique qui va servir pour la partie pour la partie combat, une musique pour la partie infiltration, une musique pour la partie où on se balade dans le niveau. Et donc il faut vraiment penser sa musique en se disant est-ce que je vais faire un système où je vais faire apparaître des layers en fonction d'eux, donc des layers c'est des couches musicales, ou est-ce que je vais faire un système où on va passer d'une boucle à l'autre en fonction de ce qui se passe à l'écran. Et donc en fonction de ce rapport-là, en fait, on va pas penser à la même chose. Mais foncièrement, la base est la même. C'est juste que l'exploitation qu'on va en faire n'est pas la même. Parce qu'à la fin, la musique, elle est montée sur une session de montage vidéo pour fonctionner à l'image. Sachant qu'en plus, on fait la musique, après on fait les bruitages. Et du coup, il faut synchroniser les deux. Il faut que les deux fonctionnent de pair. Dans le jeu vidéo, on va faire nos assets. Donc nos morceaux musicaux. On va les importer soit dans le moteur de jeu, soit dans le moteur audio. Et après, on va soit le découper en plusieurs couches, soit en plusieurs boucles. Et on va créer un système pour faire les transitions de l'un à l'autre. Ah ouais, non mais c'est le bordel. C'est beaucoup plus complexe qu'un simple compositeur, quoi. C'est pas les mêmes enjeux, en fait. Ouais. On réfléchit la musique en tant que système dans le jeu vidéo. Dans le film, on va le penser comme une narration. Et donc foncièrement, on va beaucoup plus axer sur le narratif, sur qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que veut raconter le réalisateur. Il n'y a pas longtemps, j'ai interviewé Christophe Duquesne qui a travaillé avec Hans Zimmer sur Dune 2. Et typiquement, le réalisateur avait vraiment une vision où si tu regardes le film sans la musique, c'est incompréhensible. Parce qu'en fait, il y a des émotions, il y a des acteurs qui ont une émotion tellement subtile visuellement que si t'as pas la musique pour t'expliquer ce qui se passe et ce qu'il ressent, ce qu'il veut, c'est incompréhensible. Surtout sur Dune, où même le film, le livre, tout l'univers est onirique, tout est lié à un moment donné. Donc c'est et un truc de fou en fait. On a eu l'occasion il n'y a pas longtemps pour un autre festival d'interviewer Manuel Drouglazé. C'est chez Xilam, c'est lui qui fait tous les bruitages de les cafards. Mais tu vas comprendre en fait. Alors j'ai une anecdote, c'était mon prof. Ah excellent. Voilà. Il est venu sur un festival sur lequel on a travaillé et en fait, il n'y a pas de secret. Quand vous avez des prods assez courtes, vous achetez des banques de sons. Et donc du coup, eux ils sont tellement habitués à ces bandes de sons qui dit quand je regarde un film, je reconnais la bande de son, je sais même qui l'a faite, qui l'a produite et tout. Et il expliquait, par contre, dans Dune 2, il n'y a aucun sound designer qui a reconnu la bande de son. C'est-à-dire que le mec a probablement tout créé from scratch. Il a été dans le désert faire ses propres sons et tout. Personne n'a reconnu la bande de son d'où ça venait parce que probablement que le gars est un fou furieux. Alors je sais pas le nom du sound designer. Alors ils sont une équipe assez complète, mais je sais que sur la partie musicale ils ont travaillé avec Christophe Duquesne. Mais personne n'a reconnu la bande de son. À quel point ça a été travaillé. Mais c'est un gros travail, même sur l'identité sonore, il y a eu un vrai truc de... Hans Zimmer a travaillé du coup avec Christophe Duquesne qui fait La Voix du Luthier, qui crée en fait un système, alors je vais la faire simple, mais en fait c'est un système où on va projeter le son d'un synthétiseur dans un support en bois. Et en fait on va recréer ce côté acoustique de l'instrument, multidirectionnel, un peu comme un piano. Et ça c'est super intéressant parce que du coup ça crée une vraie texture. Et ils ont travaillé aussi avec Expressive E qui fait un synthé qui s'appelle le Osmose. Donc Expressive E c'est français, wouhou. Et en fait ils ont travaillé de pair avec les deux sociétés plus du coup les quelques compositeurs qui étaient en assistant pour composer quelque chose de très original, de très intéressant et surtout de très émotionnel, très tactile en fait. Où on a vraiment ce côté instrument plus que ce côté synthé. Et donc il y a un vrai gros travail. J'ai l'impression que c'est la recherche aujourd'hui, comme aujourd'hui les outils de création de musique sont hyper ouverts. Enfin c'est devenu hyper simple je trouve aujourd'hui de créer de la musique, même avec l'IA, c'est facile de tout générer quoi. Que l'authenticité ou même l'orchestre, le son réel, il devient hyper compliqué à obtenir aussi quoi. Justement, toi, je sais pas comment tu arrives à obtenir parce que tu as un synthétiseur, mais les virtuels, les instruments virtuels, comment on appelle ça, les VMX, les VST, instruments virtuels. Tu les trouves où? Est-ce que tu t'en achètes plein? Est-ce que tu as vraiment des bonnes qualités de son de VST ou pas?
Alors en fait, il n'y a pas longtemps, je me suis posé la question, j'avais besoin de faire un son un peu proche de l'orchestre, un truc un peu cinématique, et j'arrivais pas à faire quelque chose. Et je me suis rematé le reportage qui avait été fait sur la musique et les compositeurs de LoL. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'étais pas obligé de faire un vrai orchestre pour avoir quelque chose de cinématique. Et que parfois, avec des synthés, on peut réussir à créer quelque chose d'assez intéressant. Et du coup, maintenant, je suis vraiment parti sur quelque chose de très hybride. Où en fait, je vais avoir quelque chose d'un peu orchestral et un peu épique, mais avec des sons un peu distordus. Et là, par exemple, assez récemment, j'ai composé des musiques dans un style un peu roguelite, un peu plus classique, parce que j'avais besoin de l'illustrer. Parce que j'avais fait du roguelite sur des jeux, mais en fait c'était souvent des univers un peu folklore, un peu spécial. Là je voulais vraiment me dire ok, fais une musique de roguelite un peu plus classique pour tester. Et donc j'ai mélangé le côté synthé, avec notamment des VST de chez Arturia, parce que je travaille beaucoup avec eux. J'aime beaucoup travailler avec les sociétés françaises justement, parce que on peut échanger avec eux, il y a une vraie discussion qui se fait, et je connais les gens derrière avec qui je bosse quoi. Et donc c'est intéressant. Et typiquement là récemment j'ai fait une musique de roguelite avec quasiment que des plugins de chez Arturia, qui sont en fait ce qu'on appelle les augmented, où en fait on va mélanger un instrument et un synthé. Donc par exemple les cuivres avec les synthés, la voix avec les synthés, etc. Et ça permet d'avoir vraiment parfois des textures super particulières qu'après je vais retravailler pour vraiment créer à chaque fois un univers sonore un peu particulier quoi. T'avais encore une question? J'avais un truc, on avait préparé un petit truc avec Aurélien, c'était... Donc en gros il a des morceaux qu'il m'a envoyés. Est-ce que tu veux par exemple qu'on passe une de tes musiques et que tu expliques un peu le travail que tu as fait? Et bah vu qu'on parle de roguelite, si tu veux tu peux mettre la musique de Roguelite Fight. D'accord, on peut peut-être monter la musique un peu sur le retour, qu'on puisse la commenter. Voilà. Je sais pas si je peux le faire. Alors le début est un peu calme. On fait des cascades sur scène. Il y a quelque chose qui sort. Ceci est fait par un professionnel. Ne pas reproduire chez vous. Oui. Là on n'entend pas la musique. Ouais mais si je le mets trop fort on va s'entendre nous sur le retour et ça va créer une boucle infinie. On va la remettre au début. Vas-y remets depuis le début. On la remet au début. Ceci est fait en direct. Voilà, donc ça c'est quoi comme musique? C'est pour quel Donc c'est une type de musique de combat dans un style un peu roguelite. Ah ouais si, il y a quand même... c'est les tambours, ça va se castagne et tout là, c'est pas mal hein. Et en fait surtout le début il y a beaucoup de percussions et pas mal de voix, des sortes de chœurs un peu des... Ouais. qui donnent un peu ce côté un peu mystérieux. Et à un moment il y a un piano qui va apparaître, qui va faire une mélodie beaucoup plus prononcée pour donner un petit côté un peu émotionnel en fait dans le combat. Et donc il y a une vraie réflexion en mode beaucoup de percussions. Là on entend le piano. Ah oui je vois. Et donc ça c'est vraiment l'idée de faire des ruptures avec des choses assez fortes. Et en fait on va avoir une grosse couche de percussion, des basses qui vont être là pour donner un peu ce côté rythmique. Ouais. Et après on va avoir des voix un peu étranges parce que j'ai pensé vraiment le truc en mode univers pixel art, univers un peu étrange, on maîtrise pas tout ce qui se passe. Et donc je voulais donner un petit côté un peu émotionnel, un peu mélancolique parfois. Parce que je trouvais que ça donnait un univers un peu particulier. Et tous les instruments sont des mélanges entre le côté orchestral et le côté électronique quoi. Et donc il y a pas mal d'influences. Le côté piano on peut retrouver ça un peu chez Yoko Shimomura, donc je me suis un peu inspiré. Le côté voix on va retrouver un peu ce côté un peu américain avec des chœurs un peu importants. Les percussions très prononcées qu'on peut retrouver dans beaucoup de jeux d'action, etc. Donc il y a vraiment une influence de multiples. Et il y a aussi un petit instrument à cordes qui fait un peu penser au côté un peu japonais en fait. Et ça rentrait dans le gameplay ou ça rentrait dans une cinématique? Ce serait plutôt du gameplay pour le coup. C'est vraiment en mode, j'ai vraiment pensé en fait, j'ai fait 3 musiques, une musique d'exploration qui est là pour dire ok quand on se balade la musique, ensuite musique de combat et j'ai même fait un thème de boss. Alors j'ai mis que le thème de combat parce que sinon j'aurais pu tout mettre quoi. Et Peter m'a dit ne mets pas tout, mais mets-moi 6-7 musiques. Donc je suis allé doucement. Je savais qu'on allait beaucoup discuter. Tu veux peut-être commenter une autre musique? On peut mettre... Et après, genre, au moment... Bah tiens, avant de la lancer, j'ai une question pour toi. Hop là. Vas-y, dis-moi tout. Quand tu reçois le brief de l'équipe qui développe le jeu, tu commences comment en fait? Je joue au jeu. Effectivement, c'est une bonne réponse.
Non, bah parce qu'en fait, moi, le premier truc, c'est que j'ai besoin de jouer au jeu et j'ai besoin de me mettre à la place du joueur. Le jeu sans musique, sans rien, quoi. Il n'y a rien dessus. Alors, des fois, il y a des musiques, mais du coup, je mute tout. Je ne veux pas me laisser influencer par. Parce que parfois, les développeurs, ils mettent des musiques en fond pour meubler. D'accord. Et alors, des fois, j'ai envie de savoir, des fois, j'ai envie de découvrir le jeu pour moi-même me projeter sans être influencé. Et après, voir ce qu'eux, ils avaient en tête, en fait. Et est-ce que c'est comme la musique de film où le réalisateur a tous les droits et du coup peut dire ça j'aime pas, ça j'aime. Foncièrement, le client a toujours raison. Ah mais parce que pour toi le réalisateur reste un client, ouais. Bah en fait c'est eux qui me payent, donc, ouais, c'est vrai. Non, donc c'est vrai, forcément ils ont le dernier mot. Maintenant, quand je sais qu'ils vont dans une mauvaise direction, c'est à moi d'être pédagogue et de leur ramener en disant ouais mais si tu regardes bien, regarde peut-être que tu aurais une bonne idée si tu le regardais comme ça. Donc des fois il faut bien l'amener ou des fois je ne dis rien et je montre en fait en direct. Oui. Et tu leur montres l'erreur ouais, ou je dis juste bah regardez, plutôt que de faire ça si on faisait ça, regardez j'ai fait un exemple. Et parfois avec l'exemple c'est plus facile de se projeter. En fait le son, ce qui est assez particulier, c'est qu'on a un rapport très paradoxal au son parce qu'on vit tout le temps dedans mais on en a assez peu conscience. Genre on pourrait très bien vivre en... Bon alors moins maintenant avec la voiture électrique, mais à une époque moi je me basais uniquement sur le son pour savoir si une voiture arrivait. Je regardais pas forcément à gauche et à droite. Alors que systématiquement on vous dit regardez à gauche et à droite quand vous traversez la route. Et ils ont rajouté du son sur les voitures électriques. Mais ça c'était mon angoisse. Pendant très longtemps j'avais très peur parce que j'entendais pas les voitures arriver. Parce que je me disais oula il y a une voiture électrique. Je crois que les voitures électriques ils te rajoutent un... Ouais ils sont obligés de au moins que tu saches qu'il existe quoi. Ouais voilà, parce que t'as des bagnoles électriques qui font aucun bruit. Donc c'est terrifiant. Donc après du coup comment tu vas commencer à créer les premières mélodies, les ambiances? Tu vas travailler sur un instrument en particulier ou tu démarres tout de suite sur l'ordi Ça dépend des morceaux, mais en général je me dis d'abord ça va être quoi les... En fait moi je joue au jeu, ensuite je fais une petite playlist de références de plein de jeux, plein de trucs, je la fais écouter à l'équipe pour voir si ça leur parle, s'ils ont d'autres références qu'ils veulent ajouter. Une fois que j'ai fait ça, je pars sur un thème. Souvent c'est soit le thème principal, soit sur un truc un peu général qui va donner le mood global de tout le reste. Et après on le fait valider, une fois qu'on est validé, après on part sur les autres morceaux. Parce qu'il faut vraiment qu'on soit au diapason sur qu'est-ce qu'on veut en fait, sinon ça marche pas. Est-ce qu'on se fait une deuxième étude d'un des morceaux que tu as composé? Tu nous expliques un peu comment il fonctionne? Bah éventuellement on peut mettre L02, on l'a mis vite fait tout à l'heure, mais c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses. Parce que pour le coup... Ah oui, ça bourre. C'est grosse passe. Ça fait vraiment penser à la batterie pour le coup. Et en fait ce qui est intéressant c'est que dessus j'ai vraiment fait des segments où en fait là on avait le synthé et là on va avoir la guitare qui fait juste des accords plaqués un peu classiques. Et après on va avoir un troisième pattern avec un synthé qui va être là et qui est vraiment avec trois patterns différents qui vont s'enchaîner les uns derrière les autres. Et en fait ce qui est super intéressant c'est que sur la fin de la musique j'ai lâché les chevaux. J'ai fait un truc super épique avec du saxophone où il y a des chœurs du saxophone qui font une mélodie commune et tout. Et en fait comme c'est un truc un peu en fer, j'ai fait un truc qui envoie du pâté inspiré par Carpenter Brut. Et en même temps Personne qu'Adventure par le côté guitare un peu saturé mais un peu léger quand même pour laisser un peu de place parce que le problème c'est que si on fait une musique over the top tout le temps, bah en fait les autres moments over the top ils sont moins impactants. Alors que quand on a des hauts et des bas, ça permet de laisser respirer. Même si tu te dis c'est un petit peu trop en dessous, c'est pas grave en fait, il vaut mieux laisser reposer pour refaire repartir après. Et donc il y a pas mal de petites ruptures dedans, il y a pas mal de synthé, il y a de la percussion, il y a vraiment beaucoup de choses quoi. Je remets l'image en perspective. Et est-ce que la contrainte de temps est un frein aussi pour la créativité pour un compositeur? Oui parce que par exemple sur ce jeu là les courses sont assez courtes. Donc en fait je dois penser ma musique en me disant que la course va durer un certain temps. Mais là par exemple là sur ce qu'on entend là, il y a un petit saut de guitare avec un truc un peu pause et tout ça. Et en fait c'était vraiment pensé en mode on fait une petite montée, on reprend et après on va partir sur un schéma différent. Avec des vraies ruptures pour surprendre le joueur. Parce qu'il faut vraiment, moi je me dis ok le joueur faut qu'il soit surpris et qu'il soit en mode oh je m'attendais pas à ce que ça parte dans cette direction là. Et donc sur le morceau Enfer pour le coup c'était vraiment une vraie volonté de se dire ok on va faire beaucoup de ruptures. Voilà. Et là on arrive sur le schéma différent où on a une sorte de saxophone qui joue avec un synthé qui joue la même mélodie mais un ton en dessous. Et on a vraiment ce truc un peu sympa où au début ça commence doucement puis au fur et à mesure il y a une mélodie qui se fait. On commence à entendre un petit peu là. Et à un moment ça drop et alors là c'est over the top jusqu'à la fin du morceau quoi. Et donc c'est super, c'est assez cool, moi j'aime bien. On avait prévu aussi, alors c'est ici, du coup faut que je remette le dossier. Allô. Là. Voilà, et là c'est le drop. Ah pardon. Oh là t'as cassé le drop. Il a loupé le drop.
C'est quoi que t'appelles le drop? C'est le moment le plus impactant du morceau. On a une vraie mélodie très forte. Ah ouais, j'ai cassé le mood. Bah oui. DJ Slibar, les mecs. Hop, voilà, c'était ça. Comment? Ah voilà, j'ai peur. Hop. Et est-ce que tu t'aides un peu de l'IA comme Suno ou Audio pour t'aider? Ça va être l'objet du débat, justement. Ah pardon. Ah là là, tu vas anticiper le débat d'après quoi. Aïe 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 aïe. Alors, on avait prévu ça pour terminer. J'ai demandé à Aurélien de sélectionner les musiques qui l'avaient marqué. Ah ok. Alors là, c'est pas des musiques qu'il a fait, mais et de les commenter avec nous. Oui. Alors il y a vas-y. 3 jeux très différents et j'ai fait exprès. Oh, vas-y, dis-nous laquelle on. Bah Attends, on peut commencer par Océan. Je me remets là-dedans. On va faire presque par ordre chronologique. Océan. Legend of Zelda. Ouais, j'ai pris mon Zelda préféré parce que j'avais le choix et donc j'ai dit ouais. Wind Waker c'est bien. Bah c'est surtout que ouais, on va en parler de ça parce que oui, Wind Waker, la musique est hyper importante, mais dans tous les Zelda en fait, hein, la Oui. musique est importante. Hein. Alors, du coup, on passe sur Wind Waker, c'est ça? Ouais, Océan. Et on se fait un commenting de musique. Ok, c'est parti. Ce qui est super intéressant sur cette musique, c'est que c'est la première musique que t'entends quand tu pars avec ton bateau et que tu découvres l'univers. Et donc il y a un vrai truc de tout. Ouais. Et il y a vraiment un truc de tu pars à l'aventure. Et Ouais, mais c'est ça, c'est une musique, de toute façon tu sais que dans Wind Waker tu vas passer beaucoup de temps sur ton bateau Oui. à voyager d'île en île. Oui, oui. Et donc du coup je pense que pour éviter de te faire chier ils mettent une musique. c'est ça. Alors c'est un peu détente quand même s'il y a un côté Ouais, mais il y a un truc un peu entraînant de tout. Ouais, c'est ça. Tout. Mais ça c'est quoi en plus, c'est des instruments avant mais qui pètent un peu, non? Ouais, il y a des percussions, il y a un peu tous les instruments de l'orchestre. Ce qui est intéressant en fait, c'est que il y a un vrai truc de Wind Waker. Ce qui était compliqué, c'est que c'est un jeu qui a été pensé en disant l'océan parce que ça permet de justifier des temps de chargement sans que tu le Ah vois. oui. Et donc ça c'est super cool. Mais du coup, pour pas rendre la phase océan chiante, bon ils ont mis des petits trucs à découvrir au fur et à mesure. Mais surtout bah il faut quelque chose d'entraînant. Entre les deux îles, et donc Ouais. la musique ça marche bien parce que ça te permet de remplir, parce que tu peux pas visuellement remplir trop l'océan parce que ton but c'est que ça soit un temps de chargement. Ah mais c'est sûr. Ouais. Donc en fait qu'est-ce qui te reste? Bah il te reste la musique et les bruitages ne suffisent pas, mais du coup quand t'as la musique plus le bruit du vent etc et parfois les mouettes, ça te rajoute un truc où tu te dis waouh, là je pars à l'aventure, je découvre un nouveau monde. Et vu que Wind Waker c'était un peu la rupture parce qu'on part juste après Ocarina of Time et Majora's Mask, Bah ouais. s'ils avaient fait la même chose, ça aurait été compliqué parce qu'ils auraient eu un effet de comparaison. Là, le fait d'avoir fait vraiment quelque chose de très différent, bah ils ont pas subi la comparaison. Et ce qui est marrant, c'est que Wind Waker a bien marché dans sa rupture, là où Mario Sunshine s'était fait bâcher, mais un truc de zinzin à l'époque, parce que ouais, c'était mieux Mario 64. Alors que Ouais. foncièrement, c'est intéressant. Oui mais c'est marrant parce que Wind Waker c'est quand même il y a eu une désillusion des joueurs justement parce que bon ils ont été hypés par des images du jeu qui le présentaient comme un truc qui n'ont jamais existé. Enfin, le jeu. Enfin, oui mais voilà. Oui, la démo technique. Ouais c'est ça, mais Mm. du coup ils étaient un peu, il y avait un genre de frustration de voir ce Zelda là Ouais. avec le côté un peu cel shading et tout. Toon Ouais. shading, ouais. Tout à C'était fait. un peu bizarre, mais la musique était hyper importante. Mais dans tous les Zelda, de toute façon, la musique est importante. Et surtout dans le gameplay, parce que dans ce Zelda-là, t'as le truc d'orchestre là. Oui, c'est ça, la baguette de ouais, l'orchestre, ouais. La baguette de l'orchestre. Dans d'autres, t'as l'ocarina. Dans d'autres, tu dois Tout à rassembler fait. les instruments pour réveiller la baleine. Enfin, Vous connaissez l'anecdote de la musique de Zelda, du premier thème sur la. Oui, avec Premier Maurice Zelda. Ravel. Hmm. Voilà, ça devait être le boléro de Ravel. ah ouais. Oui. C'est-à-dire qu'en gros, le jeu Legend of Zelda devait s'ouvrir sur le boléro de Ravel, une version 8 bits. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le boléro de Ravel n'était toujours pas tombé dans le domaine public au Il moment allait où le tomber, jeu- Ah. mais Il allait ça, tomber. c'était une question de semaine. Ouais, c'était genre une question de un mois ou deux, pas plus. Et du coup, Koji Kondo a été obligé, en 3-4 nuits, de recomposer une musique qui est devenue le thème légendaire qu'on C'est ça. connaît. C'était trop Et stylé. c'est pour ça, écoutez bien le boléro de Ravel et le thème de la version NES de Zelda. Il y a des petites similitudes. Oui. Ah ouais. Et Ah. Mais d'ailleurs, Ravel, qui était un Ouais. compositeur français, qui Oui. a amené un peu ce côté
une image égale une musique. Ouais, Genre il y a un truc qui s'appelle les jeux d'eau. Si vous écoutez les jeux d'eau, on arrive presque à imaginer les gouttes d'eau, les vagues, etc. Donc il y a un vrai truc d'illustration qui Ravel, marche bien. c'est un pur romantique dans la composition, donc ça me paraît normal. Est-ce qu'on attaque encore un morceau célèbre pour terminer? J'aurais une question pour vous deux pour On fait terminer la Céleste. partie talk. Céleste, Ouais, si vous voulez. comme tu veux, c'est toi qui décides. Moi j'aime bien ou Persona 3, mais après. Parce que je connais moins mais Allez. parce qu'il y avait Lena Ren aussi que je voulais en parler un peu. Persona, vas-y. Allez, c'est Persona, c'est parti. intéressant. On va pouvoir commenter un peu la musique de ce jeu-là. Bah, ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est une musique de combat. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est très atypique pour une C'est musique de très combat. jazzy, hein. Ouais, c'est très jazzy, très rock. Il y a même un petit Ouais. moment où il y a un mec qui va venir poser son rap et après il y a une chanteuse. Ce qui est intéressant avec Persona 3, c'est qu'ils ont vraiment créé un univers sonore tellement marquant que déjà avec le 5, que ça a fait un buzz énorme. Et ce qui est cool, c'est qu'à la base, le concept c'était de faire de la musique avec des chanteurs en anglais. Pour une raison, c'était de pas déranger les joueurs japonais. Parce que quand t'as des paroles dans ta langue natale, Ah, oui. ça te perturbe Ah. quand tu joues. Alors que là, le fait de le faire en anglais, ça fait que les joueurs japonais, vu qu'à la base c'était un public très japonais, bah ça les dérangeait pas quand ils jouaient. Et ça crée un côté dépaysant tout en ayant ce côté un peu dance, etc. Et donc chaque jeu Persona a un peu son identité sonore. Persona 3 est un petit peu plus roots, un peu plus on va dire un peu plus la Tessie quoi. Et en fait le 5 il est un peu plus jazzy, un peu plus rock sur certains aspects. Et ils ont vraiment chacun leur identité. Le 4 est très très rock. Et donc on a vraiment chacun leur identité propre. Et ils ont vraiment créé un truc de on va avoir une identité qui est pas orchestrale comme on pourrait s'y attendre du JRPG, mais vraiment très musical dans un moment qui est très sérieux. Parce que là on est dans un... Faut quand même s'imaginer dans Persona 3 on est dans une tour démoniaque avec des monstres qui apparaissent. Et t'as ce truc là qui te donne envie de danser alors que t'es en train de jouer et de défoncer des monstres quoi. Et ce qui est super rigolo, c'est que pour chaque version de Persona 3, ils ont réenregistré le morceau, le rap n'est pas le même, la manière de... Ouais, ils ont refait à chaque fois. Donc il y a le Persona 3 qui est sorti sur PS2, il y a celui qui est sorti sur PSP, et il y a celui qui est sorti récemment en remake. Et chacun, c'est pas le même morceau. Oh le bordel quoi. Et c'est... Ça c'est une musique qui t'a inspiré, ça, la musique de Persona Ouais, 3? je trouve que c'est très inspirant. Et même, on en a vu l'influence très récemment. Si vous avez joué au dernier jeu de Hoyoverse, Zenless Zone 0, auquel je joue en ce moment, Il y a un qui est immense là-bas, stand, et bah il y a des très grosses similitudes avec Persona, que ce soit au niveau de la musique, que ce soit au niveau de l'univers. Donc en fait c'est assez dingue. Que se passe-t-il? Ah, et un follow. Ah là là. Merci PS Wage. Allez, pour faire plaisir à Todalf, parce qu'il avait l'air de pas être bien, je te mets Céleste. Oui. Comme ça, on va Dans pouvoir- la musique de la dépression de tu Céleste. vas pouvoir nous dire. Ah ouais, bah de toute façon, c'est l'histoire Oui. d'une dépression, hein, Céleste. Tu vas Oh, le pouvoir nous spoil. dire un peu. Tu vas pouvoir nous dire un peu ce que tu trouves de remarquable dans cette musique et comment un peu elle a été travaillée pour raconter l'histoire de Céleste. Alors déjà, C'est je voudrais attirer votre attention sur le fait que la musique fait 10 minutes. Bah, tu veux peut-être qu'on aille à un endroit particulier Bah, non, laisse le début, c'est intéressant. Parce que le début, il est très connu. Alors déjà, ce qui est marrant, c'est que ce thème-là, il a été ancré notamment par le jeu vidéo, parce que il a ce côté très mélancolique. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se l'ont approprié. Et j'ai en tête un YouTuber, Edouard, qui utilise beaucoup cette musique-là. Ah oui. Et Il a c'est utilisé intéressant parce la musique aussi de Shovel Knight Oui, pour son générique. c'est ça. Ouais, ouais. Et ce que je trouve intéressant avec cette musique, c'est du coup, il y a quelque chose qui s'est créé où en fait, Céleste a tellement marqué les gens qu'ils se le sont appropriés et c'est devenu de la pop culture pure à la manière du thème de Guile, où les gens s'approprient même à quel point que maintenant beaucoup de gens associent la web série d'Edouard à cette musique-là. Ouais. Et donc c'est super intéressant parce que ça me permet de faire la transition vers le fait que une musique de jeu vidéo, de mon point de vue, quand elle est bien réussie, les gens continuent de l'écouter en dehors du jeu et ils finissent par s'approprier et ça devient leur truc. Ce qui fait que et c'est marrant parce que la musique, C'est intéressant ce que tu dis parce que comme on a parlé effectivement que la musique était techniquement liée aux jeux vidéo parce qu'elle est interactive, c'est vrai que d'acheter une musique de jeu pour la réécouter en dehors du jeu, c'est un peu... Moi j'y arrive pas, sauf pour un jeu, mais j'en parlerai après. bah moi je le fais souvent. Là aujourd'hui ce matin, le premier truc que j'ai fait, c'est que je suis allé acheter des soundtracks de jeux. Donc j'ai acheté genre la soundtrack de Splatoon parce que je trouve ça intéressant. Ah oui, elle est Mais incroyable. en fait, Très J-pop pour le coup. et ce qui est intéressant, c'est que quand les joueurs adorent un jeu, ils vont écouter la musique en dehors du jeu et se l'approprier. Ils vont pas passer du temps à regarder des images de jeux et faire oh c'était vachement bien quand même. Oh ouais c'est vachement bien. Non, les gens ils vont vraiment aller consommer la musique. C'est ça. Et ils vont le mettre en fond, ils vont se l'approprier. La musique de Faster Than Light, c'est ma musique préférée quand je travaille. C'est-à-dire que je mets ça en fond quand je fais de la paperasse ou un truc. C'est chill et tout. Ça s'écoute tout seul et en plus et c'est pas intrusif.
Ouais. C'est ça aussi qui est bien avec la musique de jeux vidéo, c'est que souvent il y a assez peu de paroles et du coup c'est pas très intrusif. Donc ça s'écoute vraiment dans plein de contextes. Vas-y, termine. Non, j'allais juste dire, et ce qui est marrant avec le Dame Céleste, c'est qu'en fait, on illustre bien le côté, il y a plusieurs sections qui sont liées à des niveaux, par le fait que la musique fait 9 minutes, parce qu'en fait, il y a vraiment plein de sections qui s'enchaînent, et qui vont être liées à des moments, des zones de jeu, des moments d'histoire, et on va faire évoluer la musique de segment en segment par rapport à ce qui se passe, quoi. Mais je trouve que cette musique, et tout particulièrement celle-ci, elle est hyper bien construite parce qu'elle se Oui. développe, elle met le temps aussi C'est ça. pour créer. C'est pour ça qu'elle fait 10 minutes, hein, mais je la trouve incroyable. Et ça vous rappelle, vous, des souvenirs quand vous entendez la musique? Ça me rappelle. des souvenirs Et encore une fois, je pense que la musique de Céleste, j'ai dû l'écouter avant d'avoir joué au jeu. Donc du coup, je me suis fait une image de la musique Je présente Podal, sans. il écoute des musiques de jeu avant de Mais jouer oui. au jeu. Journey, Céleste. Mais non, mais parce que justement, ça veut dire que la musique d'un jeu vidéo peut exister sans avoir l'expérience de jeu derrière, quoi. Et c'est composé de telle manière que elles sont aussi bien faites que Et ça elles peut existent en tant que telles. Et Quoi. ça peut te pousser à découvrir des jeux. Moi, Ah bah tant oui. tel, je l'aurais pas commencé si j'avais pas vu des gens faire des covers de musique de jeu et Ouais, me non, dire mais bon, c'est ça. c'est quoi ce truc pour que tout le monde en fasse des covers et que tout le monde m'en parle, quoi. J'avais une question pour vous, pour terminer un peu le talk, et puis après on reviendra sur l'actualité d'Aurélien. Votre musique de jeux vidéo que vous écoutez tout le temps, Que j'écoute tout le ou en temps. tout cas une musique qui vous a marqué, enfin voilà, si vous aviez une musique à garder. Et un que j'ai album. pas le droit de redire parce que j'ai déjà dit Undertale, Voilà. Journey, etc. Bah, t'as le droit, mais bon. Moi j'aurais dit Journey, mais là pour faire un pied de nez à ce que je pensais, je dirais The Binding of Isaac. Non, pas The Binding of Isaac, The Super Meat Boy. Ori in the Blind Forest. oui. Blind Forest. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est hyper bien construit, c'est très doux, c'est très la nature. Tu vois la pochette et tu t'imagines instantanément ce type de musique là en fait. Et je trouve que c'est hyper bien construit, je trouve que c'est hyper puissant. Et rien que le premier morceau en fait, tu vois la détresse, tu vois l'histoire qui est racontée sans forcément l'avoir. Encore une fois, j'ai écouté la musique avant d'avoir joué au jeu. Et on va te faire un t-shirt. J'écoute les musiques avant de jouer au jeu. Musique de Gareth Cocker, hein. On va name dropper, on va rendre à César ce qui est à César. De quoi? Ori and the Blind Forest, la musique Ah oui. est composée par Gareth Cocker. Ah ouais, Gareth D'accord, Cook. ouais. Et toi, du coup, Aurélien, une musique comme ça, ever Je vais en donner deux pour deux Vas-y. raisons complètement différentes. Final Fantasy IX, parce que c'est probablement le jeu que j'ai le plus poncé et j'aime vraiment beaucoup les musiques. Je trouve qu'en plus, symboliquement, c'est intéressant parce que c'est le dernier jeu où Nobuo Uematsu a vraiment fait toute la musique de A à Z. Ouais. Il y a un travail de 145 musiques composées en un an, donc c'est une musique tous les 2 jours, enfin c'est un truc de zinzin. Et il y a vraiment beaucoup de musique, les lieux sont très typés, il y a des thèmes de personnages, des thèmes de lieux, tout s'écoute vraiment, il y a un vrai travail sonore qui est super intéressant. Et je vais faire mon compositeur très indé, mais il y a une BO que j'aime beaucoup, celle d'un jeu qui s'appelle The Dark Side Detective, qui est un jeu tout petit indé. À la musique, c'est Ben Prunty qui avait composé la musique de Faster Than Light et il a bossé sur le premier jeu de Dark Side Detective. Et la musique marche trop bien. Je suis trop impressionné par ce qu'il fait là-dessus et vraiment assez régulièrement, je reviens dessus et je fais ah ouais, c'est quand même vachement bien. C'est du 8 ou 16 bits, non, c'est pas ça? C'est un peu particulier, c'est un petit peu ça et en même temps, il y a un petit côté inspiré par Stephen King, donc c'est vrai que c'est particulier quoi. Je crois que je vois la pochette en plus. Ouais, mais- Et moi, du coup, ça doit être No Man's Sky. Parce qu'il y a une musique. Alors, Oui, par contre, No Man's Sky, c'est alors pas oui, de la oui, musique oui, oui. interactive. C'est trop bien. C'est un groupe français qui s'appelle 55 Days. Ils sont français? Ah, non, je confonds avec M83. Oui, non, ils Rien sont à pas voir. français, mais oui, oui. Et du coup, il y a cette musique qui illustre le décollage de ton Mmh, vaisseau, Ah. oui. où tu ressens que le vaisseau il est en train de s'arracher de la gravité. Ouais. Et à un moment donné, donc, tu es dans l'espace, et là, la musique, elle plane de nouveau. Et ça illustre parfaitement Mmh. cette espèce de montée et décollage. Et sinon, moi, il y a une BO qui m'a transcendé, c'est la BO de Super Mario Galaxy. C'était Ah. la première fois qu'ils avaient une musique orchestrale. Oui. Et il y a des morceaux, mais incroyables. Enfin voilà, t'es dans l'espace, quoi. C'est-à-dire que tu fais écouter cette musique-là à quelqu'un qui n'a jamais joué au jeu. Il te dit, ah bah, le jeu, il se passe dans l'espace. On entend des bruits comme de constellations, d'étoiles. Mmh. C'est une des musiques qui m'a marqué dans ma carrière
2 joueurs, voilà. C'est ça. Et donc du coup, pour terminer sur la partie taupe, parce qu'après on va arriver sur le débat. Oui. Ah, il va falloir changer. Mais Il non, faut mais changer la caméra. sur la partie. l'impression. Donc Aurélien, tu as travaillé sur quel jeu? Quel est le jeu sur lequel tu travailles? Et si tu peux rappeler les endroits où on peut te retrouver Ouais. pour suivre ton actu. Voilà. J'ai bossé sur pas mal de jeux, donc dont Don't Forget Me, Fisherman's Tale, enfin j'ai bossé sur pas mal de petits jeux, Boiling Bolt, tout ça. Là en ce moment je travaille sur beaucoup de jeux. Je peux pas tous les citer parce qu'il y en a certains où j'ai une NDA, donc j'ai pas le droit d'en parler encore. Oh, Et même ouais. ici, là, même Mais ici. je peux donner un indice. C'est Zelda. possible que c'est un rapport avec la Japanimation. Voilà, il y a un jeu en rapport avec la Japanimation. Voilà. D'accord. Si vous vous basez sur le Japan Expo, vous aurez peut-être un indice. Et on peut écouter tes morceaux où et on peut te suivre Alors vous pouvez m'écouter sur Spotify. Si vous êtes curieux, je compose aussi pas mal de musique sur ma chaîne YouTube Aurélien Montero. Donc si vous êtes curieux, allez y voir. J'explique comment je compose des musiques, je teste des plugins. Je fais aussi des interviews de gens intéressants, dont Christophe Duquesne qui a bossé sur Dune 2 qui est sorti la semaine dernière. Donc cool. allez jeter un coup d'œil si vous êtes curieux. Si vous avez aimé le film, je pense que ça va vous intéresser. Et super, c'était Aurélien Montero. On a parlé musique, c'était jeudi. Et là on va attaquer donc le débat. Oui. 5 minutes, 10 minutes, ouais. Parce que vous allez voir, on a un invité un peu spécial. Comme on s'est dit qu'on allait parler de musique de jeux vidéo, on a une opportunité, on se dit c'est parfait, c'est l'invité parfait, restez parce que c'est un très gros invité pour le coup. Si vous connaissez les festivals, ça va vous parler. Et Ouais. Voilà. Du coup, le débat, justement, tiens, tu peux commencer par la question que tu voulais poser sur, Alors, je reprends la question. Est-ce que tu sur utilises- l'avenir de la musique et de la création. Bah composition oui, de- parce que moi je me de suis musique. je me suis un peu amusé à regarder comment faire de la composition facilement sans aucune compétence et je suis tombé forcément sur l'IA. Et des outils comme Suno ou Udio IA, est-ce que tu les utilises pour soit te créer des compos, soit te donner de l'inspiration? Alors jusque-là, je ne l'ai pas encore utilisé de manière très professionnelle, mais par contre, j'ai effectivement testé Sono parce que je trouve ça intéressant. Il faut savoir que sur mon temps libre, quand je m'ennuie, je fais des musiques parodiques. Ah. Donc, ça m'arrive d'écrire des parodies sur des musiques qui existent déjà ou quoi. Mais récemment, avec Suno, j'ai pu me permettre d'écrire des vraies musiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un vrai mode custom où on peut vraiment écrire segment par segment, donc Ah oui. avec refrain, bridge, etc. Et j'ai vraiment testé le truc jusqu'au bout. Et c'est vrai que c'est super intéressant parce que ça permet vraiment de tester des idées musicales. Et parfois, quand tu as envie de faire une petite parodie, un truc un peu drôle, mais sans te prendre la tête, ça marche bien. Donc il y a pas longtemps, j'ai fait une musique sur David Guiraud parce que ça m'amusait avec les élections, je trouvais ça rigolo. Donc j'ai fait une musique animée opening, voilà. Ah mais ça marche bien parce que les openings d'animé c'est... Allez vas-y on envoie tout, allez, ça va casser les gueules. Mais ça marche tellement bien que Sur du un coup, malentendu ça passe quoi. c'est ça. Et du coup, j'ai trouvé ça tellement bien que je suis en train de l'enregistrer dans mon coin. Je vais refaire les Ah enfin, ouais je vais rechanter les paroles, etc. Donc je l'ai dans la tête. Hein, En donc japonais il y a un petit mot en japonais qui est glissé, voilà. Il t'arrive aussi de... pardon. Il t'arrive de chanter aussi justement, soit pour générer de la musique, enfin tu sais faire du yaourt pour Oui. dire pop 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 pop. Ah mais même ça m'arrive sur Don't Forget Me. Il y a une musique où j'avais besoin d'une chanteuse, mais on n'avait pas la chanteuse tout de suite. Mais j'ai du coup posé les paroles moi-même et il y a une version qui existe, qui est jamais sortie, de moi qui chante sur Je ne peux oublier sur Don't Forget Me. Et qui a servi de référence du coup pour la chanteuse. Ah oui d'accord ok. Donc ça m'arrive, ouais. Et tu te sers justement de ces outils où tu utilises la voix pour générer des instruments. J'en avais testé un à l'époque. J'avais backé un Kickstarter à l'époque. Alors je sais plus le nom du tout. Donc j'avais testé, c'est rigolo, mais effectivement il y a juste une problématique, c'est que si tu chantes pas juste, ça marche pas très bien. Ah oui non, mais c'est... Donc en fait tu fais des et du coup il faut. Mais par contre moi ça m'arrive de plus en plus quand je compose, j'ai des notes et en fait je me chantonne à haute voix les notes pour retrouver où est-ce que je veux aller en fait. Ouais. Parce que des fois j'ai une mélodie, j'ai juste envoyé les notes, ça me vient pas. Et du coup ça m'arrive. Alors je passe pour un giga psychopathe, mais des fois je suis sur Discord, je suis en train de faire, je suis là non 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 non. Et en fait je fais ma mélodie en direct en même temps. T'as les autres qui parlent et puis moi je fais ma musique. Et avant d'accueillir l'invité surprise, du coup dans 2-3 minutes, en tant que professionnel de la musique du jeu vidéo, tu l'aperçois comment l'évolution? Est-ce qu'on va aller vers des choses un peu comme Journey, c'est-à-dire qui suggèrent beaucoup, ou est-ce qu'on va aller vers de la grosse production, un peu
comme Super Mario Galaxy où on était carrément sur un orchestre de je sais pas combien d'instruments. Et comment tu perçois la composition musicale de jeux vidéo et son avenir? Alors, vaste question. T'as 2 minutes, très vaste t'as question. 2 minutes, J'ai 2 minutes. En très très court, je pense qu'on va aller vers une rupture assez forte entre les jeux vidéo AAA qui vont aller de plus en plus vers des grosses productions musicales avec des compositeurs de films pour avoir ce côté luxe, c'est-à-dire avoir ce côté où on a envie de faire du film interactif. Du coup, on va aller vers des gros orchestres avec des grosses compositions, à la manière d'un God of War ou d'un Spider-Man. Et on va aller vers des trucs plus expérimentaux dans le jeu vidéo indépendant, avec des tentatives qui vont mixer les influences avec le pixel art, avec plein de choses. Donc, je pense qu'on va avoir ce côté-là. Et à mon avis, dans l'avenir, on va utiliser l'IA dans la partie musique de jeux vidéo, mais surtout pour la partie génération et surtout pour pouvoir créer des vrais systèmes génératifs de musique, ce qui n'a pas encore été fait parce qu'il y a des vraies complexités sur la génération de musicale. On pourra en revenir, mais il y a beaucoup de règles et c'est très compliqué d'avoir quelque chose qui fonctionne en génératif, en direct, que probablement grâce à l'IA on pourra peut-être faire. Mais c'est surtout qu'en fait, je pense que dans un premier temps, ça va être les compositions qui vont exister et en fait, l'IA va peut-être gérer les transitions, juste la musique de transition, ça serait déjà une super bonne étape en fait ça déjà. Et ben en parlant de composition, ça y est il est parti, on l'a perdu. Oh là là. C'est parti, quand vous voulez. Ah il est en mode il va se mettre à côté de toi, moi je vais me mettre là. Tu vas te mettre où? Ah tu vas te... Aïe aïe. Moi je reste debout, moi, ça va, je reste assis. Ça a switché. Et regardez qui est là. Bonsoir. Oh là là, quelle surprise. Attends, ça fait plaisir d'être de retour chez vous. Alors je sais pas si on entend bien le retour. C'est le retour juste, je crois, mais on s'entend bien. Écoute, y a pas de raison. Test. Unbelievable. Ok. Ah parfait. Voilà. Alors on était en train de parler de musique de jeux vidéo, de composition, on était rentré dans un débat de comment la musique de jeux vidéo va évoluer et comment la composition va évoluer avec les nouveaux outils de création, notamment les outils où maintenant tu crées de la musique avec ta voix et tout, voilà. Oui. Du coup, est-ce que tu peux peut-être te présenter, parce qu'il y en a peut-être qui ne te connaissent pas encore, et savoir ce que tu fais, et puis toi, ton processus de création, puis après parler, parce que je crois que tu as fait de la musique de jeux vidéo pour un jeu un peu connu. Actuellement, je suis en train de faire la musique du jeu vidéo Maliki. Ah bah oui. Qui est édité par Ankama. De Souillon, Poison of Time. Poison of the Past. Maliki Poison of the Past, ouais. Ça sort début 2025, normalement. Un jeu indé avec le personnage de Maliki. Édité par Ankama. Qui sort sur Switch en 2025. Qui sort sur Switch et sur PC, voilà, tout à fait en 2025. C'est pas ma première expérience de jeu vidéo, mais c'est la première qui est aussi ambitieuse pour moi dans ma carrière. Donc je suis vraiment ravi qu'ils aient fait appel à moi pour ça, parce que j'avais déjà fait toutes les musiques de Maliki en fait, la plupart, puisque le générique notamment de la série animée qui n'existe pas. Ouais, le vrai faux générique. Le vrai faux générique, notamment, qui est la base de notre collaboration, oui, tout à fait. Donc moi je m'appelle Tai, je fais partie du groupe Starry Sky, je suis compositeur, producteur de musique. J'ai surtout fait de la musique sur YouTube, parce qu'avant je faisais partie d'un collectif qui s'appelait Voxmakers, dans lequel j'ai fait plusieurs séries de vidéos qui s'appelaient Tire Reflections, Jam Fiction, Epic Pixel Battle, etc. C'était que des concepts musicaux où l'objectif c'était de mettre en avant la composition originale. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Et maintenant, on évolue surtout comme groupe de rock, disons, très traditionnel, avec des albums, des concerts, etc. Et là, on est à Japan Expo, puisqu'on a un concert par jour, dont un sur la grande scène, du coup, samedi. Voilà. L'anecdote, c'est que c'est à cause de vous que le Japan Tour a déménagé. Oui, tout à fait. Vous avez fait trembler le Vinci. Et les gars, ils étaient en panique parce qu'ils ont fait un concert et les gens étaient tellement excités, ça sautait partout, que l'endroit où il y avait le Japan Tour s'est mis à trembler. Ouais, en fait, c'était le Vinci à Tours, qui est une salle qui est quand même assez un peu très spécifique, puisqu'elle est construite un peu comme un pont. Oui, avec elle est des suspendue, câbles. ouais. Et donc du coup, si t'as 700 personnes qui sautent en rythme et que tu rentres sur le rythme de résonance des câbles, bah tu peux détruire des ponts comme ça. Donc du coup, c'était un peu la panique. Ils étaient en panique, mais bon, on arrête, maintenant on va au Parc des Expos à Tours. C'est pour ça que maintenant c'est au Parc des Expos à Tours et que le Vinci... voilà. Du coup, donc ton expérience musique, jeux vidéo, comment on passe justement de l'expérience traditionnelle, groupe de rock, concert, album, à une expérience de compositeur de musique de jeux vidéo?
Waouh. C'est très compliqué comme question parce que en fait fondamentalement nous ce qu'on fait comme musique dans Starry Sky c'est déjà très inspiré jeux vidéo et c'est déjà très inspiré animé, musique symphonique. Il y a vraiment ces références là qui sont dans notre musique et donc finalement le gros défi pour moi dans le jeu vidéo c'est un peu de backup dans le sens où quand tu fais de la musique en tant qu'artiste, la musique est en avant-plan tout le temps. C'est toujours le centre de l'attention puisque c'est ce que tu proposes comme produit. Là, ce que j'ai dû apprendre à faire et que je m'estime pas encore très, très à l'aise là-dessus, c'est d'apprendre à avoir des moments où la musique doit être un peu en retrait pour servir mieux la scène, servir mieux le gameplay. Et ça, c'est quelque chose que j'ai encore du mal à doser. Voilà, donc je pense que visiblement, c'est un peu le même process, sauf que je dois penser en plus à cet aspect-là, qui est la musique ne doit pas venir être envahissante à certains moments, parce que l'expérience jeu vidéo n'est pas la même que l'expérience d'un album ou d'un clip ou d'un concert, voilà. Donc c'est vraiment quelque chose que j'essaie de trouver mes repères là-dessus, quoi. T'as une question ? Et la transition, justement, tu l'as fait. Forcément, tu dois avoir un peu d'expérience là-dessus. Tu maîtrises sans doute les logiciels pour créer de la musique. Mais comment tu pars du principe que tes compositions, qui vont être un peu plus des compositions sans parole, par exemple, marchent dans un contexte de jeu vidéo plutôt que dans un contexte d'album, quoi. Moi j'écoute déjà beaucoup de musique instrumentale par moi-même, donc c'est déjà quelque chose, des valeurs que j'ai de mon côté. Ouais, mais le retranscrire après derrière sur un logiciel, c'est plus compliqué, quoi. Non, pas forcément, parce que moi en tant qu'artiste déjà je fais tout sur logiciel. Donc en fait finalement j'ai le même workflow de ce côté-là, parce que j'ai toujours été avec les logiciels, avec les banques de sons, avec le fait d'enregistrer les instruments moi-même et de tout faire tout seul entre guillemets. Ok, ouais. Donc de ce côté-là ça m'a pas trop changé. J'ai oublié le reste de ta question. Ah, mais du coup, comment tu fais la composition, comment tu réfléchis à la composition d'une musique de jeu vidéo plutôt qu'une musique rock, quoi? Dans le cas de Maliki, le créateur de Maliki Souillon avait vraiment des idées précises sur ce qu'il voulait. Donc finalement, j'ai eu quand même une grille avec des références, des idées. Alors forcément, je modifie un peu pour que ça colle et que ça crée un espèce d'univers qui me semble cohérent musicalement. Mais il avait déjà beaucoup d'idées de ce qu'il voulait et forcément, du coup, je me suis nourri de ça avant toute chose, quoi. Ok, voilà. Tout simplement, oui. Il t'a quand même pu mettre en avant, toi, tes idées que tu imaginais sur le truc, ouais. Oui, parce que finalement, les références, même si elles sont pertinentes, elles sont décousues. Ça vient de jeux différents, de styles différents, avec des ambiances différentes. Et moi, mon objectif, c'était comment ramener ça et créer une cohérence, peut-être une identité. Oui, c'est ça. Une identité sur l'ensemble du jeu, tout en respectant l'identité qui avait déjà été faite pour Maliki sur les autres médias. Donc il fallait que j'essaye de regrouper tout ça, d'autant que Souillon a été un peu ambitieux sur la bande-son de ce jeu. J'ai pas envie de trop spoiler, mais Poison of the Past parle de voyage dans le temps. Et donc il avait envie que la musique évolue et montre cette évolution dans le temps. Et du coup, ça rajoute des contraintes supplémentaires pour créer une cohérence. Et je sais pas encore si ce sera bien reçu, puisque le jeu n'est pas encore sorti. Mais là, on est encore dedans. J'ai encore quelques tracks à faire, même si la majorité du jeu est faite. Et j'ai hâte de pouvoir jouer d'une traite au jeu avec ma musique pour voir tout ce que je vais changer. Mais est-ce qu'il a aussi demandé, est-ce qu'il avait eu des exigences aussi par rapport à tout ce que toi tu faisais déjà avec Starry Sky? J'ai pas bien compris l'essence de la question. Est-ce que le réalisateur ou le développeur du jeu Maliki avait aussi mis des exigences par rapport à ton expérience ou ta manière de jouer sur Starry Sky? Je pense que déjà, notre collaboration, comme ça fait déjà des années qu'on a bossé sur Maliki, sur les génériques, les choses comme ça, on a déjà eu l'occasion de travailler ensemble et de voir que ça marchait bien. Pour l'anecdote, une anecdote que j'aime souvent dire, normalement c'est un peu prétentieux que ce soit moi qui la dise, mais d'habitude c'est lui qui l'a dit. C'est qu'en fait, quand il a fait le générique de Maliki, il a auditionné plusieurs musiciens. Et quand il m'a sélectionné, il m'a dit alors par contre je te préviens, moi je suis hyper exigeant, j'ai une idée hyper précise de ce que je veux. S'il faut qu'on recommence 12 fois, on recommence 12 fois. Je fais ok, d'accord, pas de problème. Il m'a envoyé un doc qui faisait 2 pages avec des détails de fou furieux dans la musique et marqué genre mais en vrai tu vas pas réussir à tout mettre, c'est pas possible, tu vois. Et moi je me suis dit, bon bah voilà, j'ai essayé de tout mettre, j'ai essayé de faire son truc. Je lui ai envoyé ce que j'estimais être une version démo parce que je me dis il va tout faire changer. Il a écouté, il m'a fait c'est bon, garde ça comme ça. Alors je sais pas si c'est lui qui en fait se rendait pas compte qu'il était pas aussi exigeant qu'il le pensait, tu vois.
ou que si c'est moi qui ai battu ses attentes. Mais du coup, cette histoire-là, ça nous a rapprochés au niveau travail. Il a su qu'il pouvait avoir confiance en mes capacités et que moi, je pouvais avoir confiance dans le fait qu'il me laisse un peu carte blanche et que je comprends son univers. Et quand on a discuté sur le jeu, ça s'est tout de suite vérifié, puisque quand on a abordé ce qu'on allait faire dans le jeu, il m'a très vite laissé les rênes et ça a été très facile de travailler avec lui. Il t'avait quand même laissé une liberté créatrice là-bas, quoi. Il avait des références qui étaient claires, mais il m'a quand même laissé beaucoup de liberté. Une fois que tu as trouvé le thème, ou une fois que le style a été trouvé, c'est bon, il t'a dit démerde-toi, t'as trouvé, fais la musique autour, quoi. Voilà. Et comme tu mentionnais Starry Sky, le groupe de rock, dans le jeu, il y avait une exigence d'une OST qui parfois part un peu rock, en fait. Et c'est justifié intradiégétiquement dans le jeu. Alors je crois que j'ai pas le droit de trop en dire. Mais en gros, ça faisait partie du projet. On est entre nous là. Et sinon, l'année dernière, en me baladant dans les allées, je vous ai vu en concert chez Oyoverse. Oui, tout à fait. Il y a une autre activation gaming. C'était votre première incursion dans les jeux vidéo, Maliki, ou... En tant que compositeur d'OST complète, j'avais déjà fait des visual novels indépendants avant, mais c'est la première fois que je fais un jeu qui n'est pas un visual novel, qui est plus ambitieux, avec plus de budget, plus de contraintes, plus d'ambition, tout simplement. Dans le cas d'Oyoverse, nous, on travaille avec eux depuis 3 ans, mais c'est surtout sur l'aspect promo. C'est-à-dire qu'on n'a pas de musique in-game. D'accord, ok, je pensais que c'était ça. Par exemple, il y a le jeu vidéo aussi Nikke Goddess of Victory, qui est édité par Shift Up et Tencent, avec qui on a déjà fait de la promo, jusqu'à arriver cette fois à une musique in-game. D'accord, au début de l'année. Mais là, il n'y a pas de contrainte. En gros, ils prennent une musique que vous avez déjà faite. Non, du tout. Là, c'est différent. C'est que sur la musique in-game, on a dû travailler avec les compositeurs officiels du jeu. Et c'est eux qui ont mis leurs exigences, en fait. C'est eux qui étaient directeurs artistiques là-dessus. Et nous, on s'est juste... vous êtes interprète. Voilà, finalement, on est interprète. Voilà, exactement. Pour Oyoverse, on a créé des compositions originales pour la promotion du jeu, avec évidemment les demandes de Oyoverse. Et ensuite, dans un second temps, ça a été amené sur scène via les concerts à Japan Expo, mais également on a fait beaucoup l'Allemagne, on fait encore Gamescom cette année, ça fait 3 ans qu'ils nous emmènent à Gamescom aussi pour ces concerts-là. Donc c'est pas mal d'avoir le suivi. On a composé des chansons originales pour eux, on les amène sur scène, et en plus pour faire un spectacle complet, on reprend aussi des musiques officielles du jeu qu'on adapte dans notre genre pour les concerts, quoi. Au final, ça rejoint un peu, c'était un peu l'objet du débat, l'évolution de la musique de jeux vidéo. On voit de plus en plus des concerts qui reprennent les musiques de Final Fantasy et tout ça. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est un bon moyen de mettre en avant la musique justement de jeux vidéo, qui était un média, on en parlait tout à l'heure, où pendant longtemps, on n'écoutait pas trop la musique de jeux vidéo en dehors de l'expérience de jeu, et que de plus en plus aujourd'hui, on achète des CD. Alors le Japon connaît ça depuis très longtemps. On achète des CD et on écoute de la musique sans jouer, c'est-à-dire qu'on ressort la musique et tout ça. Est-ce que tu penses que c'est une tendance justement, ces grands concerts, ce que vous faites, c'est-à-dire faites de la musique donc pour un jeu, après le faire en concert, c'est quelque chose toi que tu vois un peu pour l'évolution de la musique de jeu, qui peut devenir, qui peut devenir un genre à part entière, comme le rock, comme le métal, et on peut avoir du vidéo game qui peut passer un jour sur MTV ou... Je sais pas si on peut parler de genre, puisque c'est déjà plurigenre par essence, le jeu. Donc c'est plus un... ça apporte un certain lot de contraintes qui fait que c'est différent de la musique, la musique grand public, la musique de film ou la musique de plein d'autres choses, mais c'est quand même plurigenre. Doom, c'est pas la même chose que Final Fantasy, qui est pas la même chose que... et on s'inspire quand même de genres qui existent déjà à l'extérieur. Sur la question des concerts, moi ça m'arrangerait énormément que ça se développe de plus en plus et qu'on en fasse partie, bien sûr. Je souhaite que ça poursuive dans ce sens-là. Maintenant, à savoir, est-ce que ça va prendre ce tournant-là ou non, je pense que je suis pas à une position qui me donne les clés pour vraiment prévoir ça. C'est plus du coup les producteurs de spectacles, les développeurs et les marketeurs aussi beaucoup qui vont dessiner ce paysage dans les prochaines années en fonction de ce qui marche ou ce qui marche pas, puisque il y a quand même aussi, je pense, les contraintes financières qui rentrent en jeu. Si c'est rentable pour eux, ils vont continuer. Si ça ne l'est pas, ils vont arrêter ou ils vont changer le process. Des concerts symphoniques, on en a vu beaucoup. C'est pas mal, ça marche bien. Des concerts de rock, un peu moins, puisque le jeu vidéo n'est pas fondamentalement rock dans la plupart des cas. Mais après, dans un jeu comme Maliki, qui a quand même des côtés rock, on a vu je citais Doom tout à l'heure, le compositeur de Doom fait des concerts de rock, le compositeur de Final Fantasy aussi fait des concerts de rock, puisque c'est un style qui s'y prête. Donc finalement,
moi, disons que mon affect, il va vers le rock et vers la performance live. Je pense que si plus de jeux vidéo ont une accointance avec le rock, on a moyen de retrouver ça sur scène, puisque pour moi, le rock est indissociable de l'expérience de scène. Bien sûr. Et Maliki, donc première vraie collaboration sur un jeu. Tu as déjà été contacté par d'autres développeurs qui se disent, qui te voient par exemple en festival ou qui tombent sur ta chaîne et tout ça, ils se disent bah tiens, il y a quelque chose à faire avec eux. Tu as déjà été contacté par des développeurs français en dehors d'Ankama? Des développeurs, non. J'ai fait beaucoup d'essais pour des dessins animés, j'ai fait des jeux indés aussi, mais vraiment à très bas budget, plus amateur, disons. Mais disons qu'il y a beaucoup d'essais que j'ai faits qui n'ont pas abouti à un produit fini. Donc on n'a pas le droit d'en parler, c'est chiant, c'est comme ça. Mais oui, Maliki, c'est mon premier gros jeu vraiment que j'ai. Et j'ai l'espoir que ça débouche vers plus de collaboration, vers une mise en avant de cette chose-là. Et à Gamescom cette année, je vais essayer d'en parler. Donc ça, c'est l'actualité. Tu as d'autres actualités pour terminer? Eh ben, notre actualité, c'est qu'on fait un concert par jour à Japan Expo, c'est déjà pas mal. Ensuite, on a une tournée de concerts pour la fin de l'année et qu'on poursuit. Et en dehors de ça, eh bien, on a lancé récemment l'alter ego international de notre groupe Starry Sky, qui s'appelle Asterlian. C'est exactement la même chose, en fait. C'est comme Resident Evil qui devient Biohazard, enfin l'inverse plutôt. Quand il est en Occident, c'est qu'on a remarqué qu'avec les collaborations comme Hoyoverse, on avait un public international qui se formait, mais qu'on avait du mal à le conserver parce qu'il tombe sur des réseaux où on ne communique qu'en français. Donc forcément, ça les encourage pas. Donc on a voulu créer un alter ego où on publie les mêmes chansons, mais en version anglaise. Donc en fait, dès qu'on fait une chanson, on l'adapte en français et en anglais à chaque fois. Donc ça fait à chaque fois 2 fois plus de travail, enfin presque. Et on a lancé ça récemment pour la communauté internationale. Voilà, donc c'est le gros projet de cette année. On continue les concerts bien évidemment. Et on publie en ce moment une nouvelle chanson originale toutes les 6 semaines environ. Voilà. Bah, très bien. Stylax. Un dernier mot pour terminer ce débat? Bah, c'était un débat interview. Bah, c'est que moi qui ai parlé, donc il n'y avait pas trop de débat là. Mais non, mais parce que du coup, je pense que vous avez de toute façon, même si vous n'avez pas forcément la même expérience, parce que toi, tu as des Starry Sky, par exemple, sur la question de pouvoir jouer à un moment donné sur scène la musique que tu produis. Sur Starry Sky, tu joues déjà de la musique sur scène. Oui. Si tu veux jouer tes compositions de jeux vidéo sur scène, c'est un petit plus, mais c'est peut-être pas un objectif de vie. Mais je sais pas si pour toi, Aurélien, c'est un objectif de vie. De jouer ma musique sur scène, de jouer ou même un orchestre joue ta musique, ou même. Alors qu'un orchestre joue ma musique, ouais, de ouf. Qui ne le souhaiterait pas? Mais en vrai, je suis pas très live. Moi, en tout cas, moi, me voir jouer sur scène, alors faire une apparition pour jouer à un truc, c'est cool. Mais faire ça tout le temps, ça me fatiguerait de ouf. Étant un grand introverti, j'aime bien rester dans mon studio à faire de la musique. Ouais. Mais par contre, effectivement, pour rebondir sur un truc qui est intéressant, ce qu'on parlait tout à l'heure de la frontière entre compositeurs en dehors du jeu vidéo et le truc promotionnel. Sur Zenless Zone Zero, ils ont fait des collabs, notamment avec Tiesto, qui est vraiment improbable, qui est un artiste électronique qui fait de la musique au Tomorrowland, etc. Il a fait une musique pour Zenless Zone Zero qui est très atypique pour justement ce genre de truc. Et ils ont fait aussi une collab avec alors je retrouverai pas le nom, mais ils ont fait aussi une autre collab avec un gros artiste dans un style très néo-metal, un truc un peu bourrin. Et c'est assez étonnant, qui tranche d'ailleurs vachement avec le jeu. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'ils ont fait un système de chaîne hi-fi dans le jeu où tu peux te mettre dedans et tu fais play et t'écoutes les musiques du jeu pendant que tu fais autre chose. Donc moi j'adore. Oh ouais. Puis après, il y a ces jeux comme Double Kick Heroes où il y avait du Carpenter Brut dedans, du Ultra Vomit et tout. Bah, mais bon, Fury, c'est un jeu un peu particulier, quoi. Double Kick Heroes, c'est presque du Guitar Heroes, mais avec de la batterie. Tu prends l'exemple de Fury. Fury, t'as Toxic Avenger, t'as Carpenter Brut, t'as plein d'artistes dont j'ai oublié le nom parce que je suis Wave Shaper. Et en fait, ils ont composé des musiques pour chaque compositeur avait un boss. Ils faisaient la musique électro et après t'avais des sound designers qui du coup reprenaient la musique et la segmentaient pour les différents patterns de buzz dont on a parlé. Ouais, pour recréer de l'interaction et tout ça. C'est ça. Mais du coup t'as vraiment un univers sonore très particulier parce que chaque compositeur a vraiment un peu son univers quoi. Et juste aussi pour revenir un peu dans le débat, est-ce que pour vous tout de même l'IA est un frein ou plutôt une opportunité une opportunité pour créer de la musique? Sans remplacer, attention. Après, peut-être que ça peut être une dérive, mais... Tout est une question de réglementation. Ah, tu penses que c'est la réglementation qui va faire ça? En fait, le truc, c'est qu'actuellement, l'IA, c'est tellement nouveau qu'il n'y a aucune loi. Et pour en avoir parlé avec des juristes du sujet,
personne ne s'est penché sur le sujet en réalité. C'est très compliqué parce que comme c'est encore nouveau, tout le monde fait c'est comme Internet. Internet, au tout début, t'as des gens qui vendaient de la drogue sur Internet en mode roue libre. Donc, et après ça s'est réglementé naturellement et en fait les choses se sont faites. Moi je pense que l'IA peut avoir un vrai intérêt, notamment sur ce qu'on disait sur la musique interactive, parce que c'est vrai que la musique interactive, la mise en place du système est vraiment compliquée. C'est-à-dire qu'en gros, tu crées une base et l'IA va te créer toutes tes boucles. Même juste pour les transitions, pour faire les transitions à la mesure naturellement et savoir quand est-ce qu'il faut faire la transition et prendre cette décision-là plutôt que de définir des règles une par une de toutes les transitions. Là, d'avoir une IA qui peut déterminer en temps réel quel est le bon segment à jouer, comment elle va se comporter, etc. À la manière de, tu parles à un PNJ et il te donne la bonne phrase par rapport au moment où t'en es. Pour moi, il y a un vrai intérêt de l'outil, l'IA comme un outil, plutôt que comme un remplacement en fait. Et c'est pas de l'IA générative dont tu parles du coup? Non, mais par contre en vrai de l'IA générative ça peut être super intéressant, mais c'est une question de... C'est toujours pourquoi tu le fais. C'est pas une question de ok on va remplacer le compositeur, non, c'est pourquoi tu le fais, est-ce que ça a un intérêt dans le jeu, dans le projet, et si ça a un intérêt, ok bah comment tu l'utilises de manière intelligente et pas juste pour l'utiliser en fait, c'est pas utiliser un outil pour un outil. Ça a toujours un intérêt parce que ça coûtera forcément moins cher que de payer un compositeur. Pas forcément. Bah pourquoi? Là, alors assez récemment, on a eu le cas des doubleurs. IA voix, voilà, où ça devient plus cher de faire de la voix en IA que de prendre des comédiens. Parce que là, tous les comédiens, on les voit avec des badges ah oui, non, mais ça, interdiction oui. IA. C'est un gros sujet, c'est très compliqué. Ouais, c'est... Parce qu'ils risquent de perdre leur métier pour le coup, quoi. Ouais, c'est un peu compliqué. C'est, disons quoi, il y a un risque, mais c'est surtout parce que tant que c'est pas réglementé, en fait, il y a un vrai problème de... dans les contrats qu'ils signent, parfois il y a des clauses qui disent on peut utiliser vos voix pour faire de l'IA, et il y en a qui refusent de signer les clauses parce que c'est fait un peu en soum-soum. Et toi, du coup, t'en penses quoi de ces nouveaux outils qui arrivent? C'est des outils d'aide à la création? Comment tu le perçois, toi? Moi, je pense que comme toi, je suis biaisé par mon statut de compositeur professionnel. Évidemment que l'IA générative, c'est quelque chose qui va dévaluer un peu par effet, par conséquence, ce qu'on fait et qui on est, puisque y en a plein. Ça leur coûte, ça serait plus simple, ça leur coûterait moins cher. On ne sait pas, parce que tu parlais de l'exemple des doubleurs, où c'est vrai, mais en tout cas, potentiellement, ça va créer en tout cas énormément de contenu. Et au-delà de ça, au-delà du compositeur, en tant que créateur de contenu web, l'IA c'est un vrai problème puisque ça nous noie de contenu. Je trouve qu'on est déjà noyé de base de contenu rien que fait par des humains. Alors si tu rajoutes l'IA, mais c'est x100 quoi. Oui. Et d'ailleurs, les plateformes de streaming, non, ça les arrange pas du tout. Elles commencent à établir des règles comme YouTube qui depuis 3 mois te demande d'attester si tu as utilisé l'IA ou non. C'est parce que je pense que ça les arrange pas d'avoir 100 téra, méga, pétaoctets de nouvelles données tous les jours qui doivent stocker, qui servent à rien, qui est généré tous les jours automatiquement. Quoi. Et puis il y a le problème de ne pas savoir qu'est-ce qui a été utilisé dans l'IA comme base pour le truc. Et ça c'est pareil, ça c'est un truc. Il y a une vraie problématique de si Ubisoft ou EA utilise une musique générée en IA, qui du coup est générée par n'importe quel outil, est-ce que la musique leur appartient réellement? Est-ce que quelqu'un peut réutiliser la musique derrière? On ne sait pas, parce qu'il n'y a pas de garde-fou là-dessus. Il y avait des cas quand même où en Amérique, il me semble qu'ils ont statué sur le fait que si tu crées un truc avec l'IA, tu peux pas le copyrighter. Donc déjà, ça fait avancer. Et généralement, quand les États-Unis choisissent quelque chose, en général, on s'y colle assez rapidement. Ouais, donc c'est probable que ça soit ça. Mais ouais, c'est assez compliqué. Il y a vraiment beaucoup de trucs, quoi. Mais je vois pas comment c'est applicable le fait de pas pouvoir copyrighter une musique générée par l'IA, puisque tu es au moins le propriétaire du prompt. Ouais, mais le problème, c'est ce qui a été utilisé avant, en base. Ouais, c'est la base de données. Le problème, c'est la donnée, mais la donnée, elle est tellement. En fait, celui qui a composé cette note-là, mais qui est tellement engouffré dans l'ensemble de la donnée, qu'en fait, la problématique, c'est que toute la base de données d'Internet a été exploitée par l'IA pour créer une nouvelle genre de base, quoi. Mais aujourd'hui, c'est comme un grain de sable que tu mets dans un pot rempli de sable. Comment tu vas dire que ce grain de sable m'appartient à moi? Parce que c'est une question de licence. Regarde, par exemple, des banques de sons, c'est un peu plus simple. Des banques de sons, t'as le droit de les utiliser si t'as acheté la licence, mais t'as pas le droit de les revendre telles quelles. Parce que c'est pas toi qui les as fait. Finalement, une IA, c'est un peu pareil. C'est finalement, tu peux l'utiliser si tu veux, mais le résultat qui en sort, c'est pas vraiment toi qui l'as créé. Et donc du coup, toi qui l'as créé, mais tu peux pas dire que celui qui est à l'origine de la micro-donnée qui a pu
générer une mais note moi, de. je suis un du peu son sévère, mais je généré. suis pas d'accord. Je pense que il n'y a pas de prompt engineer, quoi. Faut arrêter de se sucer la bite. Mais oui, Je sais mais pas à un comment- moment donné, c'est le problème d'Internet à un moment donné. Non, mais c'est le problème C'est- d'Internet dans le sens où la donnée est. C'est le problème du web 2.0 de toute façon, où tous les utilisateurs d'Internet ont créé Internet. Et donc, du coup, forcément, tu te retrouves baisé par ce web 2.0 où en fait tout est retourné contre toi parce que du coup, tout ce que tu as pu produire deviendra une source de données pour d'autres utilisateurs à un moment donné, quoi. C'est d'où l'intérêt de réglementer tout ça pour que tout ça soit carré, qu'on sache quelles données ont été utilisées, pourquoi faire, et à ce moment-là, on C'est ça. pourra vraiment savoir. Parce que c'est trop compliqué. On peut pas, on n'est pas juriste. Moi, je suis pas juriste en tout cas. Et donc, c'est super compliqué de savoir qu'est-ce qui est juste tant qu'il n'y a pas de Est-ce qu'on peut garde-fou pas là-dessus. définir sur celui qui a joué de l'instrument? C'est Parce ça. qu'effectivement, le Et- prompt, pour moi, ça vaut rien. Mais oui, mais C'est comment tu une peux idée que t'as savoir dans la celui tête. qui a joué l'instrument? Bah, Tu peux pas le savoir, parce que c'est t'as- celui qui maîtrise, tu vois, l'instrument, quoi. Aujourd'hui, Oui, mais dans la génération, tu ne peux pas définir que ce morceau-là, cet instrument-là, ce truc-là précisément a été fait par ce mec-là précisément. Puisque de toute façon, c'est un conglomérat d'un Parce que ensemble de Finalement, données. il faut une traçabilité. C'est Ça va ça. être comme la nourriture, tu vois. Oui, mais aujourd'hui, c'est trop traces tard. les différents- Aujourd'hui, Alors, c'est d'où ça trop vient tard. mais tu vois, pour moi, ça rejoint un peu ce qu'Astier il dit. C'est des scénaristes qui ont des milliards de bonnes idées, il y en a partout sur Terre. Ce qui fait aujourd'hui une œuvre, c'est le fait de le faire, tu vois. C'est ça. Ah oui. Parce qu'on a tous des très bonnes idées de super films, mais qui sortiront jamais au cinéma. C'est pas pour ça que moi je vais arriver en disant je suis meilleur scénariste que machin ou machin, quoi. Parce que je l'ai jamais sorti ce film. Et moi j'aime bien cette définition de dire Astier il dit mais une œuvre c'est quelqu'un qui concrétise une idée. Et effectivement l'idée, l'IA, le gars qui fait le prompt, c'est juste un gars qui a une idée. Mais pour moi l'œuvre elle est définie par la concrétisation et l'énergie, le temps et le talent que tu mets à la Ah bah, bien concrétiser sûr. ton idée. Et celui qui va utiliser l'IA pour créer tout ça, de toute façon, son travail sera dévalué par rapport à quelqu'un qui l'aurait fait de ses propres mains, quoi. C'est Bah, sûr. C'est la différence entre tu prends une guitare sortie d'usine en Chine et tu vas voir un artisan qui va te faire ta guitare dans le fin fond Ouais. du Vercors. En fait, le truc c'est que on ne sait pas encore si l'IA va vraiment dévaluer certains métiers. Ça sera probablement le cas dans certains secteurs. Et encore une fois, tu vas faire de la musique pour du jeu vidéo. C'est pas pareil que faire de la musique pour de l'institutionnel. C'est pas pareil que faire de la musique pour du film. Probablement qu'il y aura des IA qui seront utilisées pour remplacer, mais de toute façon, en réalité, ceux qui utiliseront l'IA pour remplacer des humains là-dessus, c'est des gens qui de toute façon payaient une misère les gens. Et moi je suis quasiment certain que le domaine de l'institutionnel va remplacer très très vite les compositeurs parce que ça Ouais, mais coûtera vachement cher. Ça, on le Par sait contre- tous et on en est convaincu, c'est des idiots. Les Par gens contre, qui je disent suis pourquoi je persuadé- paierais un gars 5000 € alors que je peux le faire avec de l'IA. Quoi. Enfin, Mais par contre, je suis persuadé qu'il y aura une vraie plus-value à faire bosser un humain. Genre, si tu fais bosser Hans Zimmer sur ton film, ça a une vraie plus-value humaine et tu as la vraie identité de la personne plutôt que d'avoir une IA qui va faire quelque chose qui y ressemble mais qui sera plus impersonnel. Plus impersonnel, mais qui sera peut-être pas moins bon. Ouais, mais qu'est-ce qui est bon finalement? Est-ce que c'est pas une Et parce question que de là, perception? on a cette image de l'IA aujourd'hui et tu pars du principe que comme les microprocesseurs, ça va partir en mode exponentiel. C'est-à-dire que là, on est à ce niveau-là et comme on est sur une courbe exponentielle, on sait que ça va monter vite et fort, quoi. Ouais, mais Et que là, on a cette image où on est à l'avènement de l'IA. L'IA a commencé concrètement à devenir sérieuse il y a 4 ans, 5 ans, on va Mhm. dire. Mais là, dans 5-10 ans, on n'a pas la vision de ce que ça peut donner en fait. À un Ouais, moment mais tu vois, donné. par exemple, si tu fais une musique, que t'aimes bien la musique, tu te dis ouais, est-ce que tu pourrais baisser le volume de tel instrument Voilà, ouais. dans tel track? Il va être en mode et en C'est fait, ça ça. va être compliqué. En fait. Aujourd'hui. C'est Et en vraiment fait, très compliqué. Aujourd'hui, justement, le truc avec l'IA, c'est un agglomérat de données qui en extrait de l'information. C'est le but ultime. Il faut qu'il emmagasine de la donnée, on lui demande quelque chose et il va en extraire une information. Aujourd'hui, ce truc-là, il est tellement entraîné que ça commence à devenir vraiment, ça fait flipper, quoi. Tu montres une photo, t'envoies une photo à une IA de quelque chose, il va te la décrire précisément. mais le dernier Alors exemple, que c'est c'est juste un ensemble de pixels. la dernière chanson des Beatles qui est sortie là. Ou la dernière chanson des Beatles Voilà, qui est sortie. il y avait Lennon qui chantonnait en studio et ils ont utilisé de l'IA pour faire des arrangements, pour faire des refrains, enfin tout ça quoi. Mais encore une. Ouais, voilà. Tu voulais peut-être rajouter quelque chose? Non, du tout. J'allais dire exactement ce que tu venais de dire. Comme en fait. quoi, hein. Et toi, Y a t'en pas de penses quoi secret. justement de alors, je sais plus
qui détient encore les droits des Beatles? Est-ce que c'est McCartney, Disney? C'est Michael Jackson, enfin c'est la boîte de Michael Jackson. Toi, t'en penses quoi, toi, de ça, justement, qu'un grand groupe comme ça sorte une dernière chanson comme ça, traficotée et refait avec de l'IA un peu? En vrai, pour le challenge technologique, c'est intéressant de voir ça. Tu vois, c'est intéressant d'un point de vue. Là, c'est vraiment parce qu'en tant qu'artiste, nous, on est directement impacté par ça que ça nous embête. Et je pense que pour le consommateur, en vrai, il n'est pas perdant là-dedans en réalité. Évidemment que les trucs qui vont partir en premier, c'est l'institutionnel, c'est les trucs, c'est les trucs un peu. Même nous, en tant que compositeur, enfin, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais c'est des trucs qu'on n'a pas envie de faire en fait. Je suis assez d'accord. Et même, par exemple, les publicités où t'as 24 heures pour faire une musique, tu fais de la musique au kilomètre. Et quand tu fais de la musique au kilomètre, en réalité, c'est pas très créatif. Ouais, c'est ça. Et tu fais sur le tas, quoi. C'est ça. Donc je pense que vraiment tous ces trucs-là vont disparaître. Et comme je disais, c'est comme quand tu fais travailler Brigitte Lecordier sur un projet parce que c'est Brigitte Lecordier, parce que tu as envie d'avoir son passif, etc. Je pense que ce sera pareil pour ces métiers-là en fait. Genre tu paieras plus cher pour avoir tel ou tel comédien, mais tu auras l'expérience, tu auras la personne, l'humain derrière en fait. Et même si l'IA fait un truc très qualitatif, et j'ai aucun doute qu'elle fera un truc très qualitatif, la notion de contrôle et la notion d'avoir l'artisan, l'artiste, le réel derrière, ça n'a pas de prix en fait. C'est très intéressant ce que tu dis parce que j'avais jamais pensé au fait que ça peut même évaluer, bien sûr, rendre le truc encore plus rare, donc du coup encore plus cher. J'ai fait une très bonne vidéo sur le sujet. De quoi? J'ai fait une très bonne vidéo sur le sujet. Ah bah voilà. Non mais en vrai c'est très compliqué parce qu'on sait pas, c'est soit dans un sens soit dans un autre, mais on n'a pas des chapeaux de fakir, donc c'est compliqué de savoir exactement qu'est-ce qui va se passer quoi. Tout à fait. On en est où du timing là? Je crois qu'on a légèrement dépassé. Apparemment c'est ok. Bon, on reste là jusqu'à 22h, merci. Allez. Non, on a plein de choses à faire. Peut-être vous laisser. Je sais pas, t'as peut-être toi quelque chose à faire là. Moi, ça va, il me reste un quart d'heure là. Bon, très bien. On va peut-être. Ok. Jusqu'à quand on a, pour le sujet. Bon, 5 minutes. C'était clos pour vous. Peut-être un dernier mot là-dessus. Globalement, moi sur l'IA, j'ai vraiment poncé à fond le sujet parce que je me suis vraiment posé la question parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont encore flous. Par exemple, le droit à la parodie en IA. C'est tellement flou parce qu'en fait on n'a pas de vision et on n'a pas de garde-fou là-dessus. Je pense que ça sera intéressant de voir comment ça évolue. Je pense que le plus important c'est surtout que les gens commencent à se poser la question du droit là-dessus. Et ensuite on verra, mais c'est effectivement soit ça va dévaluer une partie du boulot sur certains domaines, mais moi j'aime bien être optimiste et me dire que ça va réévaluer les compositeurs, ça va les remettre en avant, et surtout ça voudra dire que quand tu bosseras avec telle personne, tu auras vraiment la plus-value de la personne plutôt que d'avoir une musique quelque part un peu générique qui sera un gloubi-boulga de plein d'influences de ce que tu peux retrouver ailleurs quoi. Ouais, mais du coup ça va noyer les jeunes artistes, tu vois. Si tant que tu t'es pas fait un nom. Ouais, mais est-ce qu'ils sont pas déjà noyés? Oui, c'est ça. Là, ça change pas on est déjà noyés dans la base, donc en fait, c'est juste que tu rajoutes des éléments en plus. Mais finalement, un artiste qui va se démarquer, c'est un artiste qui va tenir le coup sur la longueur, parce que c'est aussi ça. Il y a des compositeurs qui réussissent et qui se cassent la gueule, et t'as des compositeurs qui restent pendant 5-10 ans, puis d'un coup, ils font leur trou, et puis c'est comme un potager finalement. Tu sais, tu plantes des graines, tu sais pas si ça va marcher tout de suite, tu tentes, tu peaufines, et au bout d'un moment, ça marche et t'as des super pommes. C'est pour ça que j'ai des robots planteurs de graines dans mon jardin. Voilà. Moi, mon idée de l'avenir de ça, elle est un peu différente. C'est-à-dire que je connais beaucoup de gens, des producteurs de musique, qui sont en écrasante majorité payés à refaire des morceaux qui existent déjà à l'identique. Alors tu te dis, mais pourquoi faire? C'est parce qu'en fait c'est juste une question de droit, c'est pour contourner les droits. Oui, Taylor Swift a fait ça. Là. Donc voilà, exactement. C'est ce concept-là, pour sauf qu'il existe des tonnes d'artistes qui ne font que des covers et qui, pour avoir les droits, demandent à des beatmakers de refaire à l'identique les morceaux. Donc c'est un business florissant de ouf qu'on ne voit pas. Ce qui va se passer avec l'IA, ça va être la même chose, c'est-à-dire que l'IA va sans doute être légiférée de plus en plus dans le sens où on ne pourra pas l'utiliser librement. Par contre, pour tout ce qui est theme track, c'est-à-dire les artistes qui vont d'abord développer leur truc avec IA, les réalisateurs qui vont mettre leur theme track via IA, et ensuite ils vont payer des armées de compositeurs pour refaire la même chose, ça va être un business de fou. Parce que l'IA sera bien plus facile pour eux pour se projeter sur ce qu'ils veulent à la fin. Ils vont s'y attacher aussi émotionnellement parce que dans la musique, il y a quand même une grosse part, c'est l'habitude d'entendre la même chose, l'affect que tu portes. Et après, pour une question de droit, ils vont demander à des compositeurs et des producteurs professionnels de refaire un truc dans le genre ou refaire la même chose, mais cette fois-ci, ça nous appartient. Voilà.
L'IA Eh bah, comme très de bien. l'inspiration du coup. Ouais. Ah bah c'est plus qu'une inspiration là. Ouais. Ouais. Et en plus, on sous-estime vachement le fait qu'il y a des marchés qui n'existent pas encore, qu'on va peut-être voir émerger aussi grâce à C'est ça. vrai. sûr, On ouais. peut même pas anticiper. Voilà, c'est ça. Donc, Ouais, tout à fait. Bon, et bah très bien. Bah merci beaucoup. Merci Avec plaisir. Aurélien. Donc Merci. Aurélien, compositeur de musique de jeu, vous l'avez sûrement entendu sur quelques jeux indés. Prochain jeu, donc Number 99, c'est ça? Number 99, Shardband, Infinite Fleet et plein d'autres trucs que je ne sont pas encore annoncés. Mais il y en Sinon- a un, j'ai très hâte sinon, de on pouvoir va- dire que j'ai On bossé va se dessus. prendre un procès si on les Ouais, non, j'ai pas envie. Starsky, donc du coup, un concert par jour à Japan Expo. Voilà, la grande scène samedi. Euh, Avec une chorale de 20 personnes. C'est la première fois qu'on fait ça. Waouh. Samedi, chorale Ouais. de 20 personnes, Samedi, demain, donc ouais. après-demain. Après-demain, donc, ouais. voilà. La musique de Maliki, Poison of Time. Poison of the Past. Poison Toujours of... pas. Tu vas y arriver, tu vas y arriver. Tu vas sais y que ça arriver. se passe dans, Non, dans mais le ça, temps, c'est la donc suite, voilà. il est déjà dans le Poison futur. of the Past. Tout à fait. Et on continue nos musiques. la tournée qui continue en fin d'année. C'est voilà. ça, voilà. Et on vous suit où? Sur quel réseau? Notre réseau principal, ça reste YouTube, YouTube. Star Sky. Et sinon, maintenant, ce qu'on essaie de développer, c'est surtout Spotify. Puisqu'on monte sur Spotify et Instagram beaucoup. Puisque bon, Facebook, c'est mort. Twitter, ça. c'est mort. Ils meurent tous un par un. Donc, Tous les trucs où je vais, voilà, c'est mort. donc il nous C'est reste cool. Instagram. Non, il y a TikTok. Mais bon, TikTok, moi, c'est Ah bah, pas j'y mon vais truc. C'est pas trop Oh. mon truc. Bon, bah Donc, très voilà. bien. Et ben merci beaucoup, Todalf, merci. Merci à toi. Et on se retrouve tout à l'heure, mais 17h dans. 17h, mais voilà, je t'obligerai à porter une perruque, des lunettes. Mais moi je fais ça tous les samedis soirs. Ah, donc, mais j'en étais sûr, ça sera le Chichin Popoi Quiz Otaku. C'est la première fois qu'on le fait à Japan Expo. C'est le grand n'importe quoi de la culture japonaise en forme de quiz. ça me va. Restez très avec bien. nous, ça va être un grand moment. À 17h, vous allez apprendre plein de trucs complètement fous de la culture japonaise. Salut, bye bye.